Merci Pierre-Yves, merci au Cercle Aristote de m'accueillir ce soir et merci à vous surtout d'être aussi nombreux, effectivement. Bon, j'espère que vous le serez tout autant à la fin de cette conférence, puisque effectivement le sujet, à défaut peut-être d'être aride, en tout cas, s'avère un peu complexe. J'espère néanmoins que je vais faire en sorte que vous puissiez me suivre jusqu'au bout. Pour ça, on va éviter, même si le sujet pourrait très largement s'y prêter, de faire une conférence de spécialistes totalement insupportable, jargonnante et dans l'abstraction. Néanmoins, il faudra sans doute passer par un ensemble d'obstacles, notamment conceptuels, que je vais essayer de clarifier avec vous. Et la proposition que je vous fais, c'est de me suivre sur ce chemin, certes, encore une fois, peut-être un peu aride au départ, afin d'y découvrir des choses peut-être inattendues au bout, je l'espère en tout cas. Et c'est un petit peu le parcours qui aussi a été le mien finalement jusqu'à la publication de cette thèse, puisque c'est, je le signale, la première thèse de doctorat qui a été faite sur Michel Clouscar, premier travail universitaire aussi publié. C'est pas mon premier livre, hein, puisque c'est le 10e cette année. Néanmoins, en tout cas, voilà, c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps et de réflexion depuis un certain nombre d'années. Le travail de thèse en tant que tel, lui, a effectivement pris quelques années, mais j'ai étudié Clouscar depuis mes 16-17 ans. Alors, étudier est un bien grand mot à 16-17 ans. À 16-17 ans, en tout cas, je découvrais Clouscar comme peut-être beaucoup d'entre vous ici, sans trop n'y comprendre rien, en réalité. Et c'est d'ailleurs peut-être en partie ce qui m'a motivé à faire ce travail que, au passage, je souligne quand même, d'autres peut-être auraient pu faire depuis un certain temps, mais se sont bien dispensés de le faire et je dois quand même signaler au passage aussi que j'ai quand même été relativement seul dans ce travail de thèse. Je le dis pour tous ceux qui s'imaginent, et je sais qu'il y en a, qu'il y a une grande famille des Clouscardiens qui gravitent comme ça et qui s'entendent extrêmement bien, etc. Je le dis, je le répète, cette thèse, j'ai globalement été très seul pour la faire, excepté effectivement l'aide, la plupart du temps dans l'ombre, de quelques rares personnes, dont une qui se trouve ici ce soir et que j'aurai en d'autres occasions l'occasion justement de remercier. Sinon, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'aide et il y a même eu pas mal d'obstacles politiques. Je ne vais pas y revenir longuement, je préfère qu'on entre d'emblée dans le cœur du sujet. Néanmoins, il est important de le souligner, c'est-à-dire que finalement, c'est pas rien parce que si, comme le disait Pierre-Yves Clouscar, peut-être catalogué en un sens comme à gauche ou à l'extrême gauche, et si cette thèse a été soutenue à l'université de Nanterre, ça n'a pas été durant toutes ces années, sans parfois certaines difficultés, notamment parce que Clouscar est relativement hétérodoxe et, on va le voir succinctement, est un auteur qui a beaucoup critiqué des auteurs dits de gauche, hein, à commencer par Jean-Paul Sartre. On pourrait citer évidemment Bourdieu, Althusser en premier lieu, par bien des aspects. Althusser que Clouscar qualifie d'ennemi public numéro 1, d'accord? On fait mieux comme camarade, d'accord? Donc, il est important effectivement de noter que Clouscar est très hétérodoxe et donc ça n'a pas été un chemin très tranquille que de faire ce travail-là. Bon, donc je vais essayer de vous y amener. Je dirais que ce qui est intéressant et à la fois paradoxal avec Clouscar, et c'est peut-être la raison d'être de certains d'entre vous ici, c'est qu'effectivement, comme je le disais, à ma première lecture, je n'y ai pas compris grand-chose et je dois dire que finalement, c'est le cas de beaucoup de gens en réalité. Et pas n'importe qui nécessairement. C'est le cas de collègues à l'université, de professeurs d'université, parfois même de professeurs de philosophie, qui se sont heurtés à un discours, il faut le dire, parfois un peu abscon, parfois trop abstrait, parfois un peu manquant, et qui nécessite un certain nombre de médiations qu'il m'a fallu ici reconstruire. Et pourtant, Clouscar n'est pas non plus un auteur dont on est totalement indifférent, notamment dans l'actualité, dans les débats contemporains. Au contraire, on pense bien sûr au Capitalisme de la séduction, qui a été un ouvrage à succès du vivant de son auteur, mais on pense aussi au syntagme libéralisme libertaire, qui, depuis quelques années, se retrouve sur la bouche de beaucoup de personnes, mais qui l'emploie parfois un peu à tort et à travers. Ce que ça signifie, c'est que on connaît beaucoup Clouscar au travers de nombreux slogans,
et je viens d'en citer un notamment, enfin, qui ne sont pas des slogans à l'origine, mais qui sont employés comme tels aujourd'hui. Et en même temps, on méconnaît énormément la méthode et ce qui lui a permis justement de développer ce qui n'est pas un slogan, mais ce qui est véritablement un concept. Et ce décalage entre la circulation publique de son œuvre, et en tout cas des concepts qui ont été les siens, et la réalité théorique, n'est pas un simple effet de mode malheureusement, elle indique une erreur de point d'entrée qui m'apparaît décisive. C'est-à-dire que la plupart du temps, on part des conclusions de Kloskar, c'est-à-dire sans interroger les conditions théoriques qui ont rendu possible justement les analyses parfois on lui connaît, notamment les analyses de mai 68, etc. Elles n'ont pas émergé de nulle part. C'est-à-dire que on a un peu l'impression parfois que cet auteur brillant aurait eu des intuitions géniales et que donc ce serait inégalable, inégalé, alors qu'en réalité, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de reconstruire une méthode qu'on doit réemployer et utiliser pour le présent qui est le nôtre. C'est-à-dire que si Kloskar, effectivement, a été en capacité de nous proposer une analyse avant-gardiste par bien des aspects et sans doute la plus fine de la séquence qui, grosso modo, disons, allait de mai 68 au début des années 2000, c'est pas arrivé parce que sais-je, je sais pas, Kloskar s'ennuyait et de temps en temps, il avait des fulgurances magiques comme ça qui lui venaient et hop, intuition incroyable, vous voyez le fabuleux génie qui aurait tout compris, on ne sait comment. En réalité, Kloskar travaille, Kloskar a une méthode et Kloskar produit un certain nombre de concepts qui lui permettent effectivement d'en venir à cette analyse. Ce qui m'apparaît, moi, intéressant, encore une fois, c'est de restituer ça pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que c'est bien joli de survaloriser Kloskar, comme certains d'ailleurs s'emploient à le faire depuis quelques années, notamment à droite. Parce que on peut même penser d'ailleurs à des personnes comme Éric Zemmour, qui à plusieurs reprises ont repris du Kloskar. C'est à une époque où Sarah Knafo faisait autre chose que des petites vidéos TikTok en disant Top 5 à longueur de temps. C'était peut-être un peu plus intéressant. Mais on pense aussi à Patrick Buisson, par exemple, qui effectivement a consacré quasiment un livre en réalité en intertexte à Michel Kloskar, et d'autres qui, encore une fois, à gauche cette fois, cherche à le discréditer, sans trop de répondants. D'ailleurs, je le signale de nouveau une énième fois, et je pense ici particulièrement à des gens comme François Bégodeau, par exemple, qui n'ont pas manqué à plusieurs reprises de dire à peu près tout et n'importe quoi sur Kloskar. Et quand j'ai eu l'occasion de le signaler, il a malheureusement répondu que, étant fils de gendarme, j'avais sans doute un problème avec l'autorité. Bon, lui, il a visiblement un problème avec les concepts et l'articulation des idées, c'est son problème. Le fait est qu'en fait, dans tous les cas, on part sur à peu près n'importe quoi. Or, en réalité, Kloskar fait un constat très intéressant, qui est de dire le néo-capitalisme tel que nous le connaissons connaît des mutations, et c'est la raison pour laquelle il en vient à parler de néo-capitalisme et de capitalisme de la séduction. Et ce néo-capitalisme que Kloskar analyse ne peut pas être pensé exclusivement à partir des instruments critiques qui étaient ceux notamment de Marx et donc du 19e siècle. Parce que ce néo-capitalisme engage des transformations, et notamment des transformations au niveau des subjectivités. On va y revenir. Et donc, pour éclairer ces mutations profondes du capitalisme moderne, eh bien, il faut reconstruire un appareillage méthodologique. Et ça, c'est ce à quoi Kloskar va s'employer dès sa thèse notamment, qui est Lettres et le Code, d'accord, que trop peu de gens, et c'est pas un reproche, je parle encore de ceux qui parlent de Kloskar sans l'avoir lu, d'accord, que de manière générale, les gens n'aient pas lu Kloskar, j'ai envie de dire, ça va presque de soi. Que de manière générale, les gens n'aient pas lu la thèse de doctorat d'état de Kloskar, encore plus. Par contre, que des gens se permettent de critiquer Kloskar à partir de slogans sans jamais l'avoir lu, c'est beaucoup plus embêtant, surtout quand ils se prétendent intellectuels. Donc la réalité, c'est qu'en fait, derrière tout ça, il y a évidemment une méthodologie à extraire. Mon objectif, du coup, aujourd'hui, il est un peu différent de ce que vous pouvez retrouver, même si évidemment on va en reparler, ce que vous pouvez retrouver notamment sur Internet et bien ailleurs depuis des années, c'est-à-dire une énième analyse, une énième proposition de commentaires de Kloskar pour vous réexpliquer dans les grandes lignes ce qu'est le capitalisme de la séduction, etc. À ce jeu-là, même si évidemment on va en reparler, et j'imagine que certains sont aussi venus pour ça, mais moi j'aimerais qu'on comprenne la genèse du pourquoi on en vient à ça et de qu'est-ce qu'on peut en faire, d'accord. Eh bien, on va surtout essayer, encore une fois, de reconstituer cette œuvre-là et de comprendre comment penser le monde social avec Kloskar comme une totalité dialectique, où justement c'est ça qui est intéressant, les rapports économiques, les représentations idéologiques et les subjectivités s'engendrent réciproquement, pour reprendre justement un terme propre à Kloskar.
Donc, le problème qui nous guide dans cet exposé ce soir, et je vais, dans le temps qui m'est imparti, essayer de vous apporter le maximum d'éléments. Ce problème, il est triple. D'abord, la question qui est celle qui a guidé mon travail, c'est comment redonner de la cohérence interne à l'œuvre de Michel Clouscar, qui, il faut le dire encore une fois, c'est une réalité, peut un peu tomber des mains au premier abord, d'accord? Parce que quand on n'a pas le bagage philosophique pour s'y atteler, bah, en réalité, parfois, on ne sait pas trop de quoi Clouscar nous parle. Et parfois, on a même l'impression qu'il manquerait des phrases entières ou des chapitres. On ne sait pas trop. Je pense particulièrement au Chemin de la Praxis, par exemple, qui est un ouvrage posthume de Clouscar, où on se heurte parfois à des incompréhensions assez importantes si on n'a pas le bagage qui était nécessaire. Et puis, encore une fois, l'œuvre a une cohérence, mais qui ne transparaît pas tout à fait d'emblée. Et donc, c'est plutôt ça qu'il nous faut rechercher dans un premier temps. Ensuite, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est comment montrer que sa méthode, et non des slogans, donc, qui lui permet d'analyser, je le disais, mai 68 et la séquence historique qui va de 68 aux années 2000, comment cette méthode, effectivement, peut nous être utile aujourd'hui. Et donc, quels outils on peut en récupérer. Donc, pour moi, il y a 2 erreurs, je dirais, à ne pas faire avec Clouscar présentement. D'accord ? C'était un peu moins vrai pour l'une d'entre elles il y a quelques années de ça, mais de manière générale, ça reste vrai. La première, c'est en réalité se masturber sur mai 68 en mode « Ah ouais, Clouscar, il a tout compris de mai 68, et donc en fait, je veux reparler de mai 68 pendant des millénaires. Et je suis très fier parce que j'ai l'impression d'avoir tout compris. » Voilà. Bon, c'est intéressant, encore une fois, je ne vais pas vous dire que ça ne l'est pas, mais c'est un peu facile en réalité. La deuxième chose, c'est projeter cette analyse critique, encore une fois, de la séquence que j'ai signalée, sur le présent, en prétendant finalement qu'on a tout compris, c'est-à-dire non plus en se mettant dans le pas de Clouscar, en tentant d'analyser présentement ce qui se passe, qui est une séquence que Clouscar, pour des raisons biologiques évidentes, puisqu'il nous a quittés en 2009, n'a pas pu connaître. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour justement comprendre encore une fois ce moment présent et pas juste se dire bon ben c'est bon, comme le font encore une fois aussi bien des marxologues, c'est-à-dire qu'en fait ils nous répètent Marx en boucle à longueur de temps sans jamais voir les limites. C'est pas ce que Clouscar a fait avec Marx, au contraire, je le disais précédemment. Clouscar au contraire voit dans le néo-capitalisme des mutations qui nécessitent de modifier l'appareil méthodologique et de transposer l'analyse théorique aux mutations que connaît le capitalisme. Eh bien, à nous, encore une fois, de marcher dans les pas de Clouscar et de faire aujourd'hui la même chose, non pas en reniant ce qui a été fait, mais au contraire en le prolongeant. Et c'est là que ça se corse. Vous allez voir, après, ça redevient plus souple. Puisque le cœur du travail clouscardien consiste en une méthode. Ne fuyez pas tout de suite pour ceux qui ne sont pas habitués au langage philosophique, on va détailler tout ça. Une méthode que Clouscar ne désigne pas comme méthode, mais que du coup, dans mes travaux, je prends et je relève comme telle, puisqu'il emploie le terme à plusieurs reprises, notamment en critique du libéralisme libertaire à propos de la bourgeoisie. Cette méthode, c'est une méthode phénoménologique, matérialiste, dialectique et historique. On va y venir. Alors, c'est pas une phénoménologie au sens classique du terme. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont coutumiers du terme en philosophie. Ici, on n'est pas chez Husserl. Au contraire, chez Husserl, la phénoménologie et le courant qui va suivre au XXe siècle part du principe qu'il faut justement suspendre la réalité du monde, c'est-à-dire par l'époquer, d'accord, suspendre son jugement sur le monde et se concentrer sur la conscience. Par exemple, vous avez un livre très intéressant de Husserl, je suggère celui-ci parce que pour ceux qui ne seraient pas habitués, c'est plus facile d'y entrer que dans les recherches philosophiques directement, qui porte sur le fait que la Terre soit ronde. Et Husserl, par exemple, dit oui, d'accord, le discours scientifique, c'est intéressant. Le discours scientifique, en effet, m'informe que la Terre tourne sur elle-même, mais moi, mon expérience vécue en tant qu'individu, c'est qu'elle ne bouge pas et c'est une toute autre expérience. Donc l'expérience phénoménologique, elle vient se recentrer sur la conscience. Laissons ça de côté. Chez Clouscar, la phénoménologie, ce n'est pas ça. C'est plutôt un travail justement minutieux sur la manière dont les structures sociales apparaissent et comment chercher à en rendre compte. On va y revenir. En réalité, Clouscar renoue davantage avec un geste hegelien. Pareil, je le dis, si vous n'avez pas ces connaissances-là, je le précise pour ceux qui ont des éléments en tête, si vous ne les avez pas, ça ne veut absolument pas vous empêcher de comprendre la suite, donc laissez tomber. Mais Clouscar se met dans la filiation qui est plutôt celle de Hegel, d'accord ? Vous savez que
Hegel produit un livre très important dans l'histoire de la philosophie qui est la phénoménologie de l'esprit. Cette phénoménologie de l'esprit, elle consiste précisément à faire passer la conscience par un ensemble d'éléments qui lui apparaissent. En premier lieu, la certitude sensible, pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire que le bébé notamment, mais parfois c'est une maladie tardive, le bébé quand il vient au monde prend les éléments du réel tels qu'ils lui apparaissent comme allant de soi, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne se questionne pas sur ce qu'il y aurait derrière. Et c'est le premier problème de la science aussi, c'est-à-dire que quand je regarde par la fenêtre en journée, j'ai l'impression, encore une fois, typiquement que le soleil, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement chaud, qui n'est pas spécialement loin, qui est plutôt jaune. Tout ça est faux. Donc Hegel va nous dire, le réel apparaît toujours en négatif des apparences. Et le travail scientifique, comme le rappelle d'ailleurs très bien Marx aussi, c'est de créer justement une confusion au bon sens du terme entre quelque chose qui ne se laisse pas confondre dans les premiers temps, c'est-à-dire l'essence et l'existence. L'existence, c'est tel que les choses m'apparaissent. L'essence, c'est ce qu'elles sont. D'accord? Eh bien, finalement, le travail ici, c'est de voir chez Kluskar comment est-ce que les choses nous apparaissent, et ça va prendre notamment la forme que ça peut prendre dans le capitalisme de la séduction chez Kluskar, c'est les objets et les pratiques du quotidien. Kluskar va s'arrêter longuement sur les objets de son époque, le blue jean, le jukebox, la guitare électrique, etc., qui sont autant d'éléments d'une quotidienneté dont on a l'impression qu'elle va de soi, qu'on n'interroge pas, comme des formes sociales a priori, dont il va falloir comprendre la genèse et la structure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement on se met tous à porter des blue jeans, par exemple? Est-ce que c'est juste parce que ça nous plaît? Est-ce que c'est juste parce que c'était là comme ça dans le commerce? Ou est-ce que derrière ça, il n'y a pas plutôt une histoire particulière, notamment une forme de potlatch qui a lieu au moment du plan Marshall, où justement les États-Unis en réalité font un échange symbolique et culturel puis commercial, où effectivement ils envoient des fonds, mais en retour, et vous savez c'est les accords Bloom-Burns, etc., j'y reviens pas maintenant, c'est-à-dire que finalement ils nous disent certes on vous aide à reconstruire le pays qu'on a au passage en partie détruit, mais en revanche vous acceptez effectivement qu'on vous colonise culturellement en réalité. Voilà. Donc c'est la restitution de cette genèse-là qui va intéresser Kluskar en partant, encore une fois, des objets et des pratiques quotidiennes. D'accord? Donc des choses qui nous paraissent aller de soi et qui ne le vont pas forcément. Donc cette phénoménologie, pardon, si même moi je m'y perds, ça va devenir compliqué, c'est pas une science de la conscience. Elle fait en réalité la lecture des formes sociales visibles comme des symptômes historiques qui disent quelque chose de l'époque. Un autre exemple actuel, ce serait le tutoiement en entreprise. Oui, bah, c'est de plus en plus commun, ça paraît cool, chic, branché, et c'est typiquement ce que Kluskar va pointer du doigt, puisqu'en réalité, quelque chose qui paraît a priori sympa camoufle la hiérarchie pour transformer une relation qui apparaît d'emblée logiquement comme asymétrique en une relation plutôt amicale. Et vous voyez bien que ça vient totalement désamorcer, totalement peut-être pas, mais en tout cas ça permet de désamorcer un conflit en passant pour quelque chose de cool, d'accord? Là vous avez une amorce un petit peu du capitalisme de la séduction, d'accord? C'est-à-dire que le système d'intégration, c'est la branchitude, d'accord? Il faut que vous soyez cool et branché, et sinon, bah, en fait, vous êtes un loser, d'accord? Vous n'avez pas les moyens de vous intégrer dans cette nouvelle société, ok? Et donc, en fait, pourquoi est-ce que vous voudriez y voir du conflit? Encore moins des conflits de classe. Et donc, pourquoi est-ce que vous voudriez vous opposer à quoi que ce soit? Alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes un peu pénible, d'accord? Donc, les rapports de force sont totalement inversés. Et là, on entre dans de vrais rapports idéologiques. Cette méthode, toutefois, je l'ai dit, elle est matérialiste. Matérialiste au sens scientifique du terme, d'accord? Ça vous empêche pas, d'accord? N'ayez pas des visions matérialistes bêtes et méchantes, encore une fois, c'est au sens philosophique du terme. Matérialiste, ça veut pas dire: «Ah, j'adore les objets, je rêve que de ça, je passe ma vie à Ikea», d'accord? Non. Matérialiste, ça veut dire simplement ici avoir une pratique et un rapport particulier à l'histoire, en fait, d'accord? Les conditions matérielles, ça veut simplement dire ici les conditions de vie objectives dans lesquelles on vit et entouré, encore une fois, de choses, d'objets, etc. Okay, ça ne veut pas dire qu'on les convoite. Matérialiste, ça veut dire que la subjectivité, elle est inscrite dans des conditions de production et de reproduction des formes de vie. Pareil, là, vous avez des exemples historiques de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand
le mariage est un mariage arrangé, vous n'abordez pas la question du rapport à l'autre et notamment du rapport au couple de la même manière que quand le mariage devient, notamment au 19e siècle et avec l'essor de la bourgeoisie, un mariage dit d'amour, d'accord? Vous vous mariez pas dans les mêmes conditions. Ça veut dire que d'un point de vue de la subjectivité, donc de vos représentations, de votre imaginaire individuel, vous n'avez pas le même rapport au monde. Et vous n'avez pas le même rapport au monde dans la société libérale où on vous explique qu'il faut, on y reviendra, profitez surtout, d'accord? C'est important. Profiter dans la société libérale, ça veut dire droguez-vous, perdez du temps, dépensez de l'argent et surtout ne rencontrez personne avec qui vous mettre et que ce soit bien. Surtout perdez du temps dans votre vie, quoi. Ça veut surtout dire ça, profiter, d'accord? Profitez. Et donc évidemment, vous avez une idée du couple qui est beaucoup plus aliénante, beaucoup plus libre-échangiste, etc., qui vient déjà d'un phénomène, là aussi, que Kluskar analyse, mais je ne vais pas pouvoir faire tout ça ce soir. Vous avez une bonne partie dans le livre et puis vous les avez notamment dans Critique du libéralisme libertaire ou dans Lettres et le Code, comme effectivement un processus qui vient déjà du libertinage au XVIIe, au XVIIIe siècle, etc. Donc matérialiste, ça veut dire ça, d'accord? On se suit jusque-là. Ça veut dire que la subjectivité, elle est un produit de l'histoire, d'accord? On ne pense pas toujours pareil et de la même manière. Enfin, elle est dialectique. Ça veut dire qu'en réalité, tout simplement, encore une fois, les phénomènes sont des moments conflictuels d'un processus de totalisation, ce qui apparaît dans un premier temps comme contradictoire. Donc, d'accord, il y a ce phénomène, on est dans la phénoménologie, qui apparaît contradictoire, peut être en réalité la forme même d'une séquence historique qui, elle, est très cohérente. Là, c'est le propre du libéralisme libertaire, d'accord? C'est-à-dire que on va arrêter les attaques contre les pseudo-intellectuels, on va se contenter sur le truc. Les personnes qui comprennent pas bien le terme de libéral libertaire se disent mais c'est totalement différent, d'accord? D'un côté, vous avez les libéraux, c'est-à-dire pour aller vite, des gens qui vont prôner, encore une fois, je dis pour aller vite, hein, c'est un raccourci pédagogique, mais des gens qui vont prôner un capitalisme inégalitaire et une culture du travail dure, pénible, etc. Et de l'autre, vous avez des libertaires, un courant d'extrême gauche, anarchistes, d'accord? Qui, eux, sont justement pour la permissivité des mœurs. Et en fait, ce que Kluskar va montrer, c'est que oui, justement, encore une fois, dans un rapport dialectique, c'est-à-dire d'apparente contradiction, mais de cohérence historique, la permissivité des mœurs, en réalité, avec le néo-capitalisme, devient la condition subjective, c'est-à-dire dans la manière que vous avez de vous inscrire dans le rapport capitaliste, de l'acceptation de l'ordre économique. Et on va voir comment. D'accord? C'est justement parce qu'en réalité, vous allez adopter ces mœurs-là, en un sens, que vous serez le plus à même de vous intégrer au processus capitaliste. Okay. Donc cette phénoménologie, c'est important de le comprendre, sinon, encore une fois, on lit Kluskar très mal. Hein. Si la conférence s'appelle « Relire Kluskar », c'est pas pour rien, c'est parce que déjà, il faudrait commencer par le lire, et parce qu'en plus, il faudrait commencer par bien le lire. Et évidemment, ça demande du temps. Donc cette phénoménologie, ce n'est donc ni une psychologie de la bourgeoisie, d'accord, c'est pas le sujet, c'est pas une critique morale de ses valeurs, d'accord? Ça va au-delà. Il ne s'agit pas juste de dire ah c'est pas bien ce que fait la bourgeoisie, ah il faudrait revenir à une époque d'antan où c'était quand même mieux, etc. On va en reparler. C'est pas la question. Et c'est pas non plus une sociologie descriptive à la Bourdieu. Donc Oscar montre très bien d'ailleurs que, et c'est ça qui est intéressant, la bourgeoisie que Bourdieu nous décrit et à laquelle la gauche adhère tant et les profs en raffolent, est en réalité une bourgeoisie qui, au moment même où Bourdieu est en train d'en parler, n'existe par définition plus. D'accord? Il nous parle de la bourgeoisie du capitalisme d'antan, à papa, où c'est l'effort qui est important, où effectivement le diplôme va avoir de l'importance. Alors encore une fois, je ne vais pas passer ma soirée à citer des noms, etc. Mais je pense que vous pouvez suffisamment trouver des exemples par vous-même dans la mondanité, qu'elle soit politique ou journalistique, de gens qui n'ont pas réussi visiblement par leur intelligence, et même que leur diplôme ne traduit pas en premier lieu leur intelligence. Sinon, croyez-moi, il y a bien des gens dans cette salle qui dirigeraient le pays depuis bien longtemps, et bien avant eux en tout cas, d'accord? C'est pas le cas, étonnamment. Donc, ce que semble nous dire Bourdieu à ce sujet paraît un peu erroné, notamment parce qu'il évince en réalité la question profonde, qui est d'abord avant tout celle des réseaux et des systèmes d'intégration, et notamment celle des systèmes d'intégration par le chemsex, par exemple. Vous voyez, le chemsex, c'est visiblement un système d'intégration qui vous promeut bien mieux dans la société libérale et politique que le fait de faire de bonnes études, a priori. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'analyse des formes de conscience, de désir et de justification par lesquelles la bourgeoisie se vit elle-même comme légitime, d'accord? De manière rationnelle et même émancipatrice, alors qu'elle ne fait que reproduire de l'ordre économique. Et c'est ça qui va être très intéressant, parce que pourquoi
Kluskar s'en prend à des auteurs dits de gauche. Alors déjà, en bonne partie parce que les auteurs dits de droite, ayant produit, on n'a pas clé la gauche à un moment, on va quand même le faire ici, ayant produit des œuvres conceptuelles majeures, en réalité, il y en a très peu, d'accord? Donc déjà, ça les disqualifie un petit peu, de fait. Mais aussi parce qu'en réalité, ces auteurs de gauche vont promouvoir une émancipation, à commencer par Jean-Paul Sartre, qui est pas le pire en réalité, mais bon, vont promouvoir une émancipation et Kluskar va dire, mais non, en réalité, vous ne faites que reproduire l'ordre historique dans lequel vous vous situez vous-même en tant que petit bourgeois, et vous êtes en train de justifier l'ordre petit bourgeois dans lequel vous évoluez, ça vous va très bien, vous êtes très content de ça, et vous en faites toute une théorie pour nous expliquer qu'en fait, ça c'est la réalité du monde tel qu'on doit le comprendre. Et Kluskar leur dit, ben non, pas du tout, en réalité, c'est vous, votre histoire de petit bourgeois, notamment Sartre. Sartre, on va y revenir rapidement, mais il va penser la conscience humaine dans une liberté et une possibilité subjective quasiment sans limite en dehors des structures, notamment dans la phase existentialiste. C'est un peu moins vrai dans la critique de la raison dialectique, mais là encore, Kluskar montre que ça se joue ailleurs. Mais en réalité, Kluskar lui dit, non, mais en fait, tu es juste en train de nous parler de toi, Sartre. C'est-à-dire que toi, en fait, effectivement, tu as la possibilité d'avoir accès à tout ça de par les origines sociales et les conditions matérielles qui sont les tiennes. Mais la réalité des prolos que tu prétends défendre, mais que quand tu les as rencontrés bizarrement et que tu as découvert qu'ils pétaient et qu'ils rotaient, tu as trouvé ça honteux et tu as préféré aller vers les marginaux et les défendre comme Michel Foucault plus tard, bizarrement, ça pose un problème parce que tu t'es heurté à la réalité qui n'est pas la tienne. Bref. Et donc Kluskar, pour en revenir à la question de la phénoménologie et à sa méthode, va notamment constater plusieurs moments historiques importants du développement de la bourgeoisie et de la manière dont la bourgeoisie produit ce qu'il appelle un code sur le code, en fait, c'est le discours que la bourgeoisie porte et auquel elle consent, elle, la première, d'accord? C'est-à-dire que, et encore une fois, quand je parle de la bourgeoisie, je parle pas de votre voisin artisan d'à côté, d'accord? Hein, je parle du grand capital, d'accord? Celui qui n'a pas de patrie et beaucoup de vices, en réalité, d'accord? Encore une fois, ceux qui n'ont pas idée de ce que peut être le patronat patriote que défendait, encore une fois, c'est pas pour m'acharner sur lui ce soir, mais un certain Zemmour dont on a vu les résultats aux élections, d'accord? C'est-à-dire que Bernard Arnault, la France, il n'en a pas grand-chose à faire, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas ce qu'il travaille. Donc, c'est de cette bourgeoisie-là dont on parle, c'est-à-dire celle qui tient un discours auquel elle consent elle-même, parce qu'elle a besoin de penser que si elle se trouve là où elle se trouve, c'est par son travail, par son mérite, etc. Donc, elle porte un discours sur le réel qu'elle doit faire entendre à la totalité de la population, parce qu'il est important que cette population y adhère, sans quoi, effectivement, ça recrée du conflit. Eh bien, il y a différents moments comme ça, nous dit Kluskar, notamment qui traversent le 19e siècle et jusqu'au 20e siècle, et notamment le moment romantique. Le moment romantique, c'est la contestation et la fuite de la subjectivité, d'accord? Le romantisme, c'est d'ailleurs vous voyez, c'est vrai que les écologistes n'ont encore pas inventé grand-chose. C'est le moment écologique, en fait, d'accord? Il y a la révolution industrielle et finalement, il y a le repli romantique vers la nature, vers l'intériorité, etc. C'est-à-dire que finalement, on a une forme de repli. Oui, ce monde-là, en fait, est le nôtre, c'est-à-dire il est celui de la bourgeoisie parce que les romantiques sont rarement, comme on l'aurait pas remarqué, des prolétaires qui étaient en train de travailler à l'usine, d'accord? Donc en fait, c'est leur monde, c'est celui dont ils bénéficient, mais en même temps, ils vous expliquent qu'il faut contester ce monde, d'accord? Parce qu'il est sale, il est industriel, etc. C'est le moment du romantisme. Encore une fois, on n'est pas dans des jugements de valeur, on est en train d'essayer de comprendre ce qui apparaît contradictoire. C'est ça qui nous intéresse. Il y a le moment du romanesque. Le moment du romanesque qu'on a tous étudié en classe, et encore une fois, ça n'enlève rien à la grandeur d'œuvres de gens comme Balzac, évidemment, comme Stendhal et tant d'autres, et jusqu'à Zola, etc., bien sûr. Mais le sujet, en fait, se projette dans le monde social comme une aventure personnelle, d'accord? C'est le self-made man, d'accord? Le rouge et le noir, c'est pas l'histoire d'un collectif en lutte ou que sais-je. C'est bien au contraire faire comprendre par un mécanisme qui est celui, justement, du roman, qui apparaît à ce moment-là, que eh bien, l'épopée individuelle est possible. Et même parfois, plus que l'épopée individuelle, la possibilité de parvenir, d'accord? Vous voyez, c'est les ouvrages de Marivaux, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on vous vend un monde dans lequel il faut adhérer parce que par votre travail et votre mérite, vous allez réussir à avoir la vie que vous voulez. Puis il y a un moment positiviste.
ce moment positiviste qui est le moment décrit notamment par Max Weber comme le moment de désenchantement du monde, d'accord? C'est-à-dire l'adaptation au mode capitaliste. En fait, là, on se dit, bon, c'est vrai que c'est imparfait, néanmoins, ça a l'air de fonctionner. Donc, en fait, le moment positiviste, pour aller à l'essentiel, c'est le moment petit calculateur, quoi, d'accord? C'est-à-dire que c'est le moment manager, si vous voulez. Je fais encore des raccourcis, mais vous voyez l'idée, on n'est pas dans le romanesque, on n'est pas dans le romantique, quoi. Et puis vient le néo-capitalisme. Le néo-capitalisme, encore une fois, c'est ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'intégration du désir par le récit individuel, sans renoncer au calcul. On a tout. En fait, c'est la mondanité sous cocaïne, quoi. Il faut à la fois être manager et sous cocaïne. D'accord? C'est la mondanité journalistique, télévisuelle, etc. Comme j'ai dit que j'ai arrêté de citer des noms, on va rester là. Donc, ce que nous dit Kluskar et qui est important à comprendre, c'est que le capitalisme, en fait, c'est un système total. Et pas juste un mode de production en réalité, pas juste des conditions, pas juste le salariat contre le grand capital, etc. Mais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent et de manière très subtile, voire subliminale. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une production matérielle, mais aussi une production des affects. Et qu'en fait, ces affects-là, ce qui fait qu'on va plutôt vers quelque chose qu'autre chose, plutôt vers quelqu'un que quelqu'un d'autre, et bien se joue aussi dans une production historique à une genèse. Et c'est le cas de nos comportements, c'est le cas de nos représentations. Et donc il y a une fabrication des subjectivités qui se doit d'être compatible avec la manière dont l'économie se structure. Encore une fois, l'être et le code, la thèse de Kluskar, elle consiste précisément à signaler que aucun rapport social ne tient durablement sans un langage, ce qu'on est en train de décrire, sans un récit, des images et des normes qui viennent légitimer. Et ça, en réalité, encore une fois, là où c'est un travail qui vaut pour n'importe quelle époque, c'est que on pourrait prendre n'importe quel exemple anthropologique. Par exemple, je sais pas, le fait que dans les sociétés archaïques, les femmes ne participent pas de la chasse, c'est pas d'abord un rapport brut et violent. On leur dit pas, vous participez pas de la chasse parce que, je sais pas, vous êtes des merdes et nous on est costauds, d'accord? C'est pas ça. Non, on y a tout un système, il y a tout un code, notamment de travail sur la logique du sang impur, qui se met en place et qui vient justifier habilement et auquel tout le monde consent à l'idée qu'il ne faudrait pas justement, parce que du fait qu'elles aient leurs règles, eh bien, elles rendent impur ce qui va être ensuite partagé dans la communauté, etc. C'est ces récits, c'est ces rites-là qui sont importants. Donc, on est dans l'anthropologie historique. On essaie de comprendre pourquoi, à tout moment, c'est pour ça que c'est pas moral, vous comprenez bien. Là, ce qu'on est en train de restituer, c'est pas pour dire ah là là, c'était archaïque, qu'est-ce qu'elles sont bêtes, d'accord? Et pas plus qu'en fait, la bourgeoisie, on est en train de lui dire ah c'est ignoble ou quoi que ce soit. Elle en a même pas conscience en réalité. Et c'est ça qui est intéressant, d'essayer de dévoiler les mécanismes qui font que on a ces idées-là plutôt que d'autres. Et donc, ce que nous dit Kluskar, c'est que le néo-capitalisme opère un basculement stratégique, que j'ai déjà signalé à plusieurs reprises. La domination, elle ne passe plus dans le néo-capitalisme par l'interdit et la contrainte, qui était le capitalisme d'antan, d'accord? C'est-à-dire le capitalisme puritain et plutôt protestant, d'accord? Là, on peut renvoyer encore une fois, vous voyez, aux travaux de Weber, effectivement, qui étaient intéressants à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'ordre capitaliste, dans les premiers temps, est un ordre dans lequel on lègue au fils aîné, où les enfants cadets de la bourgeoisie, eux, vont faire leur classe pour être soit hussards de la République ou que sais-je, et faire en sorte effectivement qu'il y ait une droiture au moins d'apparence, d'accord? Ce que le néo-capitalisme au moins a l'avantage de mettre en lumière quand même, c'est qu'il rompt en partie à ce niveau-là avec une forme d'hypocrisie qui pouvait exister auparavant tout de même. Mais en tout cas, on rompt avec ce capitalisme à papa, du mérite officiel, de l'ordre, etc., pour entrer encore une fois dans une forme de permissivité contrôlée, avec l'injonction à jouir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ordre ancien, lui, est reconduit, mais sous des traits nouveaux. Et c'est la raison pour laquelle la gauche va s'engouffrer encore aujourd'hui là-dedans, d'accord? Parce que pour elle, effectivement, c'est bon, on a détruit les médiations et les institutions passées, donc il y a plus de liberté, donc c'est forcément un progrès, et donc c'est merveilleux. Et là, Kluskar va dire, non, pas du tout, en réalité. Et c'est ça qui va faire que Kluskar va être à la fois marginalisé, très incompris, et finalement vilipendé par bien des aspects. Puisque la nouvelle injonction à jouir, encore une fois, elle dit « réalise-toi ». Insère-toi, d'accord? Profite, et notamment à gauche. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez bien, profiter, c'est le terme absolu, quoi. C'est vraiment, il faut que tu profites de ta jeunesse. Comme si, du coup, profiter, ça signifiait, encore une fois, ne pas mettre à profit ces années dans lesquelles on a l'énergie
la force physique, la force mentale pour construire une vie dans laquelle, par la suite, on pourra faire quelque chose. Non, en fait, l'idéologie libérale vous invite, encore une fois, la plupart du temps, à vous détruire. Et l'école de commerce est l'exemple type, d'accord, de l'intégration par excellence au mode de production capitaliste dans laquelle, effectivement, plus vous serez détruit et mieux ce sera. Et donc, le capitalisme de la séduction désigne précisément ce déplacement, c'est-à-dire de la coercition, qui était celle du capitalisme d'antan, vers la séduction, de la répression du désir vers sa mise au travail, d'accord, la mise au travail de ce désir qui va en réalité nous servir. Nous servir, pas à nous directement, on serait bien d'accord. On rebascule sur le volet épistémologique. Épistémologique voulant dire comment comprendre les choses, d'accord. L'épistémologie, c'est la science qui cherche à comprendre comment on peut savoir quelque chose. Et donc, il y a une portée épistémologique très forte, parce que ça veut dire que Kluskar s'oppose à la fois au positivisme dominant. Alors, le positivisme, c'est quoi? En fait, le positivisme, vous baignez à longueur de temps dedans. Donc, et en même temps, c'est pour ça que c'est pas le plus simple, parce qu'encore une fois, c'est pas ce qui nous saute aux yeux en priorité qu'on voit le mieux, malheureusement. Le positivisme, c'est l'accumulation des faits, c'est le fait de travailler par corrélation beaucoup, ou rapport de causalité sinon, sans totalisation. C'est une incapacité, en réalité, à penser la logique d'ensemble comme un produit de ces conduites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je vois, par exemple, puisque c'est d'actualité, n'en déplaise, des gens qui, fins analystes géopolitiques, se targuent d'expliquer, par exemple, le fait que Nicolas Maduro ait si mal géré le Venezuela de manière terrible en utilisant les chiffres ô combien sûrs du FMI et de la Banque mondiale. Ce qui, dans une approche historique, est un non-sens absolu. D'accord ? Eh bien, en fait, c'est ne pas comprendre du coup ni les rapports de force politiques, ni qu'est-ce qui s'est joué véritablement notamment dans le cas du blocus, etc. Et prétendre effectivement avoir une fine analyse sans jamais questionner ce qui relève de la stricte data. Et en fait, le positivisme, c'est ça, et on en est gangréné. Je lisais pas plus tard que la semaine dernière, je suis désolé si j'écorche son nom, une neuroscientifique qui côtoie visiblement les plateaux français et qui s'exporte depuis l'Angleterre. Comme bien souvent, ce qu'on exporte d'Angleterre, c'est pas terrible. Une chère dame qui s'appelle Leers Migrod, je ne sais pas si on prononce comme ça, je suis désolé pour elle si c'est pas le cas, et qui est une neuroscientifique qui a écrit un livre pour expliquer le cerveau idéologique. D'accord. Donc c'est très intéressant. Elle vous explique qu'en réalité, il y a des pensées, sans doute c'est le cas de beaucoup d'entre vous ici, donc commencez à réfléchir, parce que ça veut dire que dans les années à venir, il y aura des traitements, et je rigole à peine. Qu'en réalité, si vous versez dans des formes de conspirationnisme ou de dogmatisme, ou simplement il parle d'extrême, d'accord, c'est que probablement vous avez des biais d'un point de vue du cortex neuronal qui fait que eh bien, vous êtes enclin à ce genre de pensée. D'accord, voilà, donc c'est ça qui l'explique, et donc c'est très problématique. Voilà, vous êtes dans le positivisme. Il faudra nous expliquer comment on passe en réalité d'un phénomène biochimique au terme extrême, voire idéologique, qui, vous le comprenez bien, comme n'importe quel terme, relève de l'arbitraire et donc du sens, et donc de ce que historiquement on en fait. Ça n'a absolument aucun sens. Au-delà de ça, à défaut, ça peut sinon signifier que il y aurait des dispositions biologiques à être plus enclin à ces pensées-là, etc., ce qui n'a aucun sens. Et en dernière instance, le positivisme, encore une fois, est un réductionnisme, naturalisme terrible que Socrate avait déjà démonté. C'est-à-dire, dans le Phédon, Socrate, alors pas Emmanuel Kant, Socrate. Quand Socrate, dans le Phédon, interroge justement un petit positiviste qui lui demande les raisons pour lesquelles il est là, en gros, il lui explique parce que tu as des muscles et tu as des os. En gros, pour vous la faire simple, c'est comme si vous me posiez la question pourquoi je suis là ce soir et que je vous répondais j'ai des jambes. En fait, c'est aussi débile que ça. Et c'est en partie vrai. C'est vrai. Et là, ce soir, sans jambes, bon, il y a d'autres moyens de production, on va pas tous les faire, d'accord, mais dans l'idée, si je me suis rendu du rez-de-chaussée jusqu'ici, c'est parce qu'effectivement, j'avais des jambes. Voilà, on est content. C'est vrai que c'est la raison. Vous voyez bien qu'en fait, ça ne répond à aucune forme de finalité. Et bien là, c'est pareil dans l'histoire. Ça ne répond à aucune forme de finalité. Le positivisme, c'est terrible. Ça accumule un ensemble de faits
Ça fait des tableaux statistiques, c'est très très content comme Bourdieu, et finalement, ben, ça ne nous dit pas grand-chose. Parce que, et c'est ce que Ploskar montrera notamment en partie de Bourdieu, en tout cas, je pense que je le restitue à bon droit, je peux me permettre de le dire dans la thèse plus correctement, parce qu'il y a très peu de choses dans l'œuvre de Ploskar sur Bourdieu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien joli ce que Bourdieu nous dit de la bourgeoisie, mais on ne comprend pas pourquoi ça devient comme ça, on ne comprend pas à quel moment, on ne comprend pas pourquoi. Ce que fait Ploskar, au contraire, c'est expliquer la genèse de cette bourgeoisie et pourquoi est-ce qu'effectivement elle prend la forme qu'elle prend. Ce qui est beaucoup plus intéressant que de nous dire ah, alors vous savez pas, la bourgeoisie, eh ben, elle préfère jouer au tennis que d'aller faire la troisième mi-temps au rugby. Ah ouais, putain, merci. Vous voyez, et ça, il en faut des tableaux et des centaines de pages. Et les profs d'éco se masturbent sur ça à longueur de journée en mode ah, c'est brillant. Ah ouais, putain. Vous voyez, en fait, quand vous prenez un peu de recul, vous vous rendez compte à quel point c'est absolument pas sérieux. Bon, pour ceux qui diront que je fais des raccourcis, je les invite à lire la thèse, à lire les passages sur Bourdieu et qu'on en discute réellement au dehors des attaques ad hominem à 2 balles. J'ai pas de souci avec ça, j'ai aucun problème avec ça. On verra bien s'ils le font, ils préféreront faire des découpages à la main moelle-nœud et prétendre à peu près n'importe quoi. Donc on sait très bien comment ça fonctionne. En attendant, la thèse, c'est moi qui l'ai faite et c'est moi qui l'enseigne, l'épistémologie des sciences sociales, pas eux. Eux, ils font juste des vidéos React à 1h du matin, on ne sait pas quoi dans leur chambre, donc c'est un peu bizarre. On n'a pas la même vie, visiblement, on ne fait pas le même travail. Bref. Bon, sur le positivisme, on s'est compris. Je vous prends un autre exemple que j'aime bien parce qu'il est intéressant et comme ça vous permettra de comprendre assez aisément la question. Vous voyez, c'est par exemple les sociologues positivistes qui, comme on aime bien le dire entre nous, servent surtout à faire des fiches de police, parce que leur thèse, honnêtement, dorénavant, c'est quand même pas grand-chose à part des fiches de police, qui vous expliquent par exemple que la violence baisse en France depuis des années. C'est très intéressant, mais vous voyez que ça, par exemple, statistiquement, selon comment je redécoupe, selon comment j'organise mon tableau statistique, selon comment je pose les questions, etc., déjà, il y a un certain nombre de biais que les sociologues connaissent, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord ? Mais en revanche, ça, c'est du versant quantitatif. Ça n'explique pas le qualitatif. Comme j'ai souvent dit, c'est bien, peut-être que la violence baisse statistiquement, et j'en suis le premier avis. Par contre, dans les années 90, combien de profs comme Samuel Paty ont été décapités à la sortie de leur collège ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est la même violence ? Est-ce qu'elle est générée de la même manière ? Parce que je m'en fous, en fait, d'avoir un tableau qui m'indique combien il y a de meurtres par an ou combien il y a d'agressions. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui les génère et qu'est-ce qui les cause. D'accord ? Sinon, en fait, vous voyez bien qu'encore une fois, c'est pas une réponse. Vous voyez, sur le positivisme, c'est très important de le comprendre parce qu'en fait, on a l'impression, je suis désolé, j'y passe du temps, mais ça me paraît, en fait, on est tellement gangréné là-dessus que ça me rend fou en réalité. C'est comme la biologie des passions de Jean-Didier Vincent. Jean-Didier Vincent, il vous dit, la raison pour laquelle vous êtes amoureux, c'est parce que vous avez, je sais plus trop quoi, mais en gros, c'est à peu près la même chose, on s'en fout. Encore une fois, c'est schématique. C'est parce qu'à un moment donné, quand vous voyez quelqu'un, vous avez votre hippocampe qui trempe dans un liquide qui va générer des hormones, etc. Je suis désolé, c'est pas clair mon explication, mais on s'en fout. En gros, il vous dit, c'est parce qu'il y a une réaction physiologique qui fait, mais à aucun moment il vous explique pourquoi. En fait, vous voyez, vous êtes réduit à un chien, quoi. D'accord ? Alors que vous savez très bien que la raison pour laquelle vous êtes attiré par telle ou telle personne est un croisement d'enjeux qui ne se limite pas à une réduction biologique aussi bête et méchante que ça. D'accord ? Vous voyez, je suis pas venu ici ce soir avec ma femme parce que j'ai des jambes et que quand je l'ai vue, oh, ça a sécrété des hormones et je me suis dit pourquoi pas elle ? Vous voyez, c'est stupide en fait. Ça ne répond à rien en réalité. Et sauf que ces gens-là confondent à peu près tout. Tout à l'heure, en venant, mais vous voyez, les problèmes que ça pose sont quand même des problèmes majeurs. Parce que c'est pareil, je vois une vidéo de quelqu'un qui poste, mais qui est un chercheur, qui poste une vidéo de koala en disant oh, vous voyez, on remarque de plus en plus des koalas qui font leur deuil. Vous voyez le saut qu'il faut pour faire ça. Parce qu'il y a un koala sur un cadavre de koala qui est là et qui bouge et qui cherche. Bah oui, il a son pote qui vient de mourir. Mais bizarrement, il lui chie pas dessus. Oh putain, c'est incroyable! Donc en fait, et là le gars dit, il est en train de faire le deuil de son. Mais vous voyez les sauts épistémologiques qu'il faut faire pour dire ça, ça veut dire qu'en fait on ne réfléchit plus. Il n'a aucune preuve tangible du fait qu'il fasse le deuil, d'autant plus que comme le veut l'adage, c'est davantage le deuil qui vous fait que vous qui faites le deuil en réalité. Donc en fait c'est pas un processus que le koala peut reproduire comme ça. En fait, le deuil ne le ferait qu'à la seule condition qu'il y ait par la suite effectivement des rites derrière, qui est le propre de l'anthropologie, qu'au bout d'un moment quand il se casse, il se souvienne de son pote koala et qu'il s'organise, enfin qui parle de lui, vous voyez, un rapport anthropologique en fait. Là en fait, il y a juste un koala mort et l'autre qui dit ah putain, il bouge plus quoi. Oui, heureusement, d'accord. Oui, ils viennent de découvrir que ce sont des mammifères. Merci, mais ça vous voyez, c'est beaucoup d'argent subventionné, d'accord. Moi, ma thèse, elle n'a pas été subventionnée, j'ai payé tout seul, j'ai pas eu de contrat doctoral, rien du tout, d'accord. Donc je dis pas que, mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'argent quand même.
qui sont dépensés pour beaucoup de choses. Vous voyez, comme le... J'arrête, mais ça me fait rire. Parce que en fait, c'est juste pour vous dire que c'est partout. C'est étude scientifique qui est quand même parue qui dit qu'il y aurait des millions d'années, l'orifice anal servait en fait à déposer le sperme. Vous êtes heureux de l'apprendre, ça, vous êtes heureux que ça sert à financer ça. Alors qu'en fait, le type qui produit ça, on est d'accord, en fait, c'est juste un espèce de mec dérangé qui essaie juste de justifier par il y a 3 milliards d'années, peut-être pas 3 milliards, il y a 3 millions d'années, ah ben en fait, ça servait à ça, et donc en fait, on peut peut-être légitimer la sodomie. C'est ça que ça veut dire, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait d'autre dans son labo de chercheur à la con pour aller justifier? On n'en a rien à branler, d'accord? Et ça vous coûte un pognon monstre. Bon, du coup, le positivisme, c'est de la merde, voilà. Oui. Et il était important que j'insiste parce que la plupart du temps, dans mes prises de position, je la fais d'un point de vue d'anthropologie historique que les gens ne comprennent pas parce qu'ils me ramènent leur tableur Excel. Mais en fait, je m'en branle de leur tableur Excel. Bon, dans le même temps, ça s'inscrit en opposition. Du coup, j'étais venu ici faire une conférence et comme je vais parler trop longtemps, il va falloir que je me concentre. Pour en parler justement aussi à l'encontre du postmodernisme. Le postmodernisme qui est l'idéologie French Theory. En gros, là encore une fois, je vais très très vite, c'est juste pour vous donner des éléments auxquels vous raccrochez parce que j'ai pas le temps de détailler. En gros, c'est ce qui permet le wokisme, d'accord? Encore une fois, je dis bien ce qui permet, c'est-à-dire c'est la genèse. Parce que comme ça permet de comprendre d'où ça vient. Je suis venu ici en 2022 à l'occasion de l'écriture d'un livre sur justement l'intersectionnalité et le wokisme, présenter en détail le postmodernisme. Il y a la vidéo sur le site et la chaîne du Cercle Aristote. Si vraiment vous avez envie d'en savoir plus, je vais nous gagner une demi-heure et on va avancer. Donc ce que va faire Kluskar, c'est mettre à jour une matrice commune en réalité pour penser les conditions de possibilité de ce code qui est celui de la bourgeoisie, et ça, il va l'appeler le néo-kantisme. Alors oui, Kluskar, il est chiant parce qu'il est philosophe et du coup, c'est pas lui qui est là ce soir pour vous expliquer des choses compliquées, donc on va faire au mieux. Le néo-kantisme ici n'a rien à voir, encore une fois, avec le néo-kantisme au sens de l'histoire de la philosophie traditionnelle. Pour aller à l'essentiel, ce que nous dit Kluskar à propos du néo-kantisme, c'est en gros, c'est une séparation du sujet de l'histoire. En gros, il va montrer, Kluskar, que de manière générale, la maîtrise idéologique de la bourgeoisie, quelle qu'elle soit, de droite comme de gauche, de Sartre à Aron, etc., elle vise à évincer en réalité l'histoire, quand bien même elle continuera à en parler, on va voir comment. Et donc à détacher le sujet, c'est-à-dire les individus et ceux qui font l'histoire, etc., de cette histoire-là. Elle va la détacher aussi du sens et de nos activités pratiques, c'est-à-dire qu'encore une fois, elle va permettre de ne plus questionner ce qui fait qu'on est dans le monde tel qu'on l'est, quoi. J'ai abordé plusieurs sujets, c'est-à-dire par exemple la question du mariage tout à l'heure. Au lieu de questionner quel est mon rapport à l'autre, etc., on va le dissocier comme si, encore une fois, tout était naturalisé et tout allait de soi. Okay, et donc, plus de détermination. Donc en fait, puisqu'il n'y a plus d'histoire, vous comprenez bien, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien qui me précède. S'il n'y a rien qui me précède, il n'y a aucune raison qu'il y ait des déterminations. S'il n'y a pas de détermination, ça veut dire que donc je peux me faire tout seul. Et donc si je me fais tout seul, en fait, il n'y a plus besoin de questionner le monde social, puisque c'est moi qui fabrique ce monde social. Vous voyez l'inversion totale du rapport au monde qu'il y a. Et donc finalement, le self-made man, il revient, parce qu'en fait, je fais comme je veux, et du coup, je peux profiter, et puis je peux jouir de l'autre, parce qu'il n'y a pas d'éthique non plus, s'il n'y a pas de rapport à l'histoire. Donc en fait, je m'en fous, parce que non seulement je jouis pour moi, mais je peux aussi jouir de l'autre. J'en ai rien à faire. Donc en fait, le néo-kantisme chez Kluskar, ça désigne l'épistémologie, donc encore une fois, la manière dont on peut connaître a priori, implicite que la bourgeoisie moderne nous propose. En fait, c'est un cadre invisible qui fixe ce qu'il est permis de comprendre et de critiquer. Et donc, Kluskar va montrer, il a une belle formule pour ça, il parle de Yalta du concept, il va montrer notamment qu'il y a un partage théorique qui s'opère, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec des auteurs dont j'ai déjà parlé, Lévi-Strauss, Althusser, Sartre, Deleuze, Guattari, etc., Lacan. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de reconstituer une totalité historique dans ce que j'essaie de vous exposer depuis tout à l'heure, c'est-à-dire où on comprend les mécanismes économiques, anthropologiques, subjectifs, etc., eh bien, on va reléguer la question de la subjectivité à la psychanalyse. On va reléguer la question de l'histoire en extériorisant tout rapport au sujet
avec Althusser. On va laisser la question de la liberté et donc de la manière d'agir à Sartre. Et en fait, en découpant comme ça, c'est comme si vous aviez un puzzle, chacun est spécialiste de sa partie, mais personne n'est capable de restituer la totalité du puzzle. Et donc en fait, ça rend totalement impuissant à comprendre le monde. Donc le Yalta du concept, c'est le partage du monde de telle sorte qu'en fait, on ne puisse plus accéder à ce monde-là et qu'on ne puisse plus rien y comprendre. Et chacun est dans sa petite chapelle et chacun essaie de comprendre. Et en réalité, le néo-kantisme, encore une fois, existe partout autour de nous aujourd'hui. Et le pire de tout ça étant certainement d'ailleurs dans le milieu médical, où vous avez que des spécialistes de la spécialité qui, encore une fois, se font plaisir d'être les spécialistes d'un élément dans un organe, etc., mais qui ne côtoient pas et qui ne parlent même pas avec leurs collègues la plupart du temps. Comme si le corps s'arrêtait. Vous voyez bien, on en revient au positivisme, à la data et à la séparation. C'est-à-dire qu'en fait, comme si le corps n'était pas une totalité, mais qu'en réalité, c'était des éléments disparates qui pouvaient fonctionner totalement de manière autonome les uns des autres. Ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est pareil vis-à-vis de l'histoire et des totalisations en cours. Donc, comprenons bien, c'est pas une doctrine chez Kluskar. Il défend pas un néokantisme. Il critique une approche et une matrice particulière. Et donc, il y a plusieurs axiomes à ça. La première de ces axiomes, c'est la dichotomie du noumen et du phénomène. Alors, pareil, pour ceux qui veulent les éléments techniques, vous lisez la thèse, d'accord ? Là, ce soir, on n'a pas le temps, donc on va aller à l'essentiel pour que vous compreniez bien en quoi Kluskar nous est important. Qu'est-ce que ça dit, la dichotomie du noumen et du phénomène ? Pour aller simple, le phénomène, c'est ce qui nous apparaît, le noumen, c'est la chose en soi. Chez Kant, le bureau, en fait, m'apparaît d'une certaine manière à partir d'un filtre, on va dire, qui est le mien, c'est-à-dire que la manière que j'ai de voir le bureau détermine l'idée que je me fais de ce bureau-là. C'est clair ce que je raconte ou pas ? Bon. Par contre, pour Kant, l'idée que je me fais de ce bureau-là, par l'intermédiaire des filtres qui sont les miens et qui font que je l'imagine tel qu'il est, eh bien, ne me renseigne pas véritablement sur le bureau tel qu'il est lui-même. Parce que si j'étais une tique, je ne verrais pas le bureau de la même manière. D'accord ? Bon. En gros. Et donc, le réel est scindé en deux. Ce qui apparaît, ce qui est descriptible, et ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la chose en tant que telle, mais qui en réalité nous serait inaccessible. Ce que dénonce Kluskar justement, d'accord, et ce que dénonce déjà Hegel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que dénonce notamment Hegel, en même temps déjà quant à une forme de néo-kantisme dans son texte sur la crainte de l'erreur, où il montre qu'en fait, à émettre des doutes sur le réel, par peur d'être dans l'erreur, on est déjà finalement dans l'erreur et dans un biais, c'est-à-dire qu'encore une fois, il les prend à leur propre jeu, il prend le propre jeu positiviste du fait de vouloir prendre un principe de précaution sur lequel on ne s'avance pas trop de peur d'être dans l'erreur, comme une erreur en tant que telle vis-à-vis de la connaissance en réalité. Et le réel objectif devient hors d'atteinte. On ne peut plus le transformer, on peut seulement en parler, d'accord ? Puisque, vous voyez bien que là aussi, c'est dans toutes les doctrines postmodernes que j'ai longtemps analysées, et là encore en 2022 ici même, c'est-à-dire qu'en fait, si le réel n'est pas objectivable, si je ne peux rien dire du réel, de sa jeunesse, de sa structuration historique, mais que la seule chose que je peux faire du réel, c'est en parler, eh bien, ça veut dire que je réduis le réel à n'être que ça, et politiquement, ça veut dire que je vais employer un certain nombre de signifiants vides, qu'on retrouve notamment beaucoup à gauche, mais aussi à droite, et que les querelles politiques vont plus être des querelles structurelles sur la manière qu'on a de vivre, mais sur simplement des idées. Comme je l'ai souvent dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir si on est de droite ou si on est de gauche, c'est comment on vit. D'accord ? Et c'est qu'il y ait des gens intelligents en face de moi. Si j'ai en face de moi des gens qui, en réalité, n'ont aucune existence, ont choisi simplement d'être au monde malgré eux et de suivre la route qu'on leur a proposée sans jamais se questionner, et qu'en fait, ils ont un rapport au monde qui est totalement dissocié du mien, je m'en branle qu'ils soient de droite ou de gauche, je m'en branle qu'ils aient de belles idées. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai quelque chose à faire avec eux, d'accord ? Est-ce que j'ai la même vision du couple qu'eux ? Est-ce que j'ai la même vision de ce qu'est un foyer qu'eux ? Est-ce que j'ai la même vision du politique qu'eux ou non ? D'accord ? Alors qu'en réalité, si c'est simplement pour me bagarrer, et ça s'inscrit en actes. Mais un exemple commun, encore une fois, pour comprendre cette dichotomie du noumen et du phénomène, c'est la question du marché, vous voyez bien ? Là, on revient sur le positivisme. On observe des prix, des comportements, des chiffres, mais le marché lui-même, il est présenté comme une force totalement abstraite, en fait, quasi naturelle, intouchable, donc on peut l'analyser mais jamais le maîtriser. D'accord ? C'est comme si on ne pouvait rien faire. Les marchés vont pas être contents. Vous voyez bien comment on idéologise des choses qui sont des pratiques sociales, en fait. D'accord ? On vous dit, ah non, on ne peut pas du tout faire ça. On ne pourrait pas sortir de l'Union européenne parce que vraiment les marchés seraient inquiets. Hein. Eh oui, c'est d'une forme religieuse, en fait.
D'accord? Ça ne dit rien du processus qui génère ça. Donc on naturalise l'ordre social. C'est comme si ça allait de soi. Le deuxième axiome, c'est la dichotomie de l'empirisme transcendantal et du formalisme transcendantal. L'empirisme, c'est ce que je collecte comme ça par expérience. Le formalisme, c'est ce que je forme théoriquement d'abord avant de le projeter sur le réel. Qu'est-ce que ça pose comme problème? C'est que la connaissance est, une fois encore, coupée en deux impasses. Soit on a des faits qui n'ont aucun sens, ce que j'ai maintes fois décrit avec le positivisme tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Soit on a des formes sans contenu. Et la totalité, en fait, est rendue impossible. Exemple très simple de ça. Vous avez un couple qui se dispute. La version empiriste, ça va être, encore une fois, la statistique. Quelle est la fréquence des disputes? Les motifs qui sont déclarés par ceux qui se disputent, les réactions émotionnelles. Et en fait, vous faites des tableaux. Vous êtes content. Vous pouvez avoir un tableau Excel complet avec plusieurs onglets sur, voilà, la dispute dans mon couple, c'est ça. Vous voyez bien qu'encore une fois, les infos sont nulles, quoi. Enfin, on s'est engueulé 14 fois cette semaine, mais il y a une courbe qui indique que, visiblement, par rapport à la semaine d'avant, c'est en chute. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Ça change rien au problème. Vous voyez bien que là, vous n'avez pas la réponse au pourquoi, encore une fois. Bon, c'est de l'empirisme plat. En fait, ça ne sert pratiquement à rien. Je dis bien pratiquement, ça ne sert pas à rien. Les études empiriques, elles sont utiles, mais il faut aller au-delà. Soit vous avez des formalismes. Le formalisme, c'est, oui, et on va vous expliquer un schéma relationnel. Vous dire que oui, mais vous voyez, les thérapeutes de couple sont très forts pour ça. Il y a un jeu de pouvoir qui est en train de s'immiscer, etc. Il y a une structure de domination qui se construit et qui fait, etc. Mais en fait, ça, vous voyez, c'est très formel. Ça n'indique rien, encore une fois, sur les raisons du pourquoi est-ce que ça émerge, comment est-ce que ça s'est engendré, pourquoi chez vous, pourquoi maintenant plutôt qu'à un autre moment, etc. Or, c'est précisément ça qui nous intéresse. Donc, vous pouvez passer des années à payer des gens sans que ça serve à rien pour vous expliquer des schémas formels qui ne vous renseignent absolument pas sur ce que vous êtes en train de vivre. Et finalement, jamais le rapport, encore une fois, aux productions du mode de vie, à la division réelle du travail, aux contradictions matérielles ne va intervenir, d'accord? Alors qu'en fait, c'est souvent les éléments principaux, d'accord? C'est-à-dire la jeunesse de quelque chose dans le foyer, notamment la présence des enfants, etc., des difficultés financières, etc., qui viennent vraiment expliquer. Alors qu'on va vous dire, mais oui, mais là, il faut que vous vous retrouviez, d'accord? Mais en fait, on est en train de crever la dalle. Donc se retrouver, on peut le faire. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire puisqu'on n'a pas de loisir, on n'a pas de logique d'intégration dans la société libérale. En fait, ce qui est en train de nous tuer, c'est qu'on n'a pas de quoi bouffer. Donc en fait, on n'a pas besoin de se retrouver. On s'est trouvé suffisamment. On est là, on ne sait pas quoi faire. D'accord? Vous voyez, c'est stupide, encore une fois. Et en réalité, le réel est une nouvelle fois morcelé et jamais saisi comme un procès et dans lequel on peut s'inscrire. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle. 1 heure déjà? Ouais. Je vais accélérer un petit peu. Vous aviez réservé toute la nuit, non? Bon, la donation de sens selon un tes prédicatif, j'accélère. Le sens est donné avant l'histoire. Là aussi, c'est un problème majeur, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous expliquer les éléments indépendamment de leur genèse. Encore une fois, l'exemple très simple de ça, c'est la pureté infantile, par exemple. Il y a un passage dans le livre qui m'importe beaucoup, qui est sur la jeunesse du bébé. Et notamment où j'essaie de montrer que, enfin, à l'appui de ce que Kloskar nous dit, que on a l'impression que le bébé, vous voyez bien, il apparaît au monde, il est innocent. Mais sauf qu'en fait, encore une fois, le bébé, quand il vient au monde, il vient dans une structuration sociale particulière. Ça, c'est l'anthropologie de base des systèmes de parenté. Déjà, quand vous naissez pas comme un individu, vous naissez comme le frère, la sœur, l'enfant, le cousin, etc. Donc, vous êtes déjà situé socialement d'emblée. C'est pas vous qui le décidez. Et en plus de ça, évidemment, dans un pays particulier, etc. À quoi s'ajoute qu'il y a toute une praxis. Quand vous arrivez au Niger, aux États-Unis ou en France, rien que déjà que le modèle social, économique et hospitalier, déjà, il n'est pas le même. Donc vous naissez pas au milieu de rien, et donc vous naissez pas non plus imprégné de rien. Donc finalement, l'enfant, cette pureté-là, et donc en fait, on va garder comme ça l'enfant dans cette pureté, et Kloskar nous dit, et oui, et en fait, on va lui adopter les comportements de la société libérale, c'est-à-dire la jouissance absolue. Il a faim, il crie, hop, il a tout de suite à manger, donc le rapport production-consommation, il est totalement gommé, c'est-à-dire qu'en fait, je veux quelque chose, j'obtiens. Ce qui est normal, on va pas lui dire, hey, tu vas bosser pour boire ton lait. Mais par contre, le problème, c'est que ça continue. La société libérale, ce qu'elle fait, c'est que ça perdure. Et parfois, ça perdure jusqu'à la mort des gens. D'accord? Et après, ils s'étonnent d'avoir des problèmes psy. Vous avez beaucoup moins de problèmes psy quand vous le comprenez précocement. Dernier élément, la donation de sens selon le signifiant.
Ici, le langage renvoie plus au réel et je vais très vite. Vous avez encore une fois des signifiants vides. Celui de peuple, celui de citoyen, par exemple, comme j'ai maintes fois répété, tout le monde est citoyen, encore une fois, hein, enfin, à partir du moment où, eh bien, c'est aussi le non-dit actuel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vos papiers, justement, vous êtes citoyen. Bernard Arnault aussi est citoyen. Est-ce que pour autant, on n'a pas des conflits qui s'engendrent socialement? Bien sûr que si. Et donc la politique devient non plus l'histoire de confrontation sur des conditions matérielles, mais simplement des gestions de discours. Ce que les axiomes produisent ensemble, c'est donc une pensée sans praxis, sans totalité, sans transformation possible du réel. Et ça a des implications importantes dans les trajectoires, encore une fois, intellectuelles de la deuxième moitié du XXe siècle. Je le disais, chez Sartre, Kluskar va critiquer justement cette idée de liberté absolue, puisque vous savez, c'est à Sartre qu'on doit l'existence précède l'essence, et donc je ne voudrais pas trop caricaturer, mais comme il faut aller vite, et donc aussi chez Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et qui, par extension, les termes sont importants, d'accord, va laisser apparaître tout ce qu'on connaît aujourd'hui, effectivement, dans la survalorisation du droit individuel, etc. Chez Lévi-Strauss, vous avez le mythe qui vient donner du sens avant l'histoire, donc pareil, hein, je l'ai déjà exprimé. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, la structuration par l'inceste, elle est intéressante, mais on ne vous explique pas. Tout à l'heure, je parlais du sang impur dans les sociétés archaïques. C'est bien, c'est mieux d'en expliquer la genèse. Chez Martin Heidegger, vous allez avoir un retour à l'être où, là encore une fois, il n'y a pas d'histoire en réalité, c'est un retour à l'être ontique, c'est-à-dire à l'être avant cette histoire. Donc on est dans l'antéprédicatif. Chez Jacques Lacan, vous allez avoir l'inconscient structuré comme un langage, nous dit Lacan. Donc en fait, c'est les termes, c'est les mots qui sont décisifs dans la structuration de votre psyché et non plus l'histoire. Et chez Bourdieu, j'en ai parlé, pareil, les structures qui expliquent tout, mais personne qui les produit. Enfin, chez Althusser, une histoire sans sujet. Je passe. Vraiment, si ça vous intéresse, lisez le livre. Donc la question qui nous intéresse à ce stade, c'est oui, mais où est-ce que l'histoire se fait alors et où est-ce qu'elle travaille encore les individus qui la font? Et donc Kluskar y répond par une philosophie de la praxis, c'est-à-dire la praxis, c'est l'ensemble des activités concrètes par lesquelles les hommes produisent leur vie. C'est-à-dire travailler, aimer, consommer, éduquer, obéir, résister, que sais-je encore, d'accord? Et qui, en même temps, les transforment eux-mêmes, d'accord? La praxis, c'est tout ça. Et donc, c'est tout ça qu'il nous faut étudier. Donc la praxis, c'est pas seulement une action politique, c'est le processus d'engendrement réciproque entre la production, au sens économique du terme, mais aussi nos représentations et l'intériorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que questionner chacun de nos rapports sociaux. Quand je suis dans le salariat, encore une fois, je suis dans un rapport social particulier que j'ai indirectement accepté parce qu'en réalité ça allait de soi et que j'ai décidé que c'était comme ça. J'ai un rapport plus ou moins subalterne et en réalité ça me situe socialement. Et l'homme, il se constitue encore une fois comme sujet historique dans et par ses pratiques en transformant le monde et en se transformant lui-même justement vis-à-vis de ce statut-là. S'il a un statut de salarié, il n'a pas le même statut qu'un indépendant, il n'a pas le même statut qu'un grand patron, etc. Donc son rapport social au monde et ses pratiques sont évidemment pas les mêmes, tout simplement. Et ça permet toutefois d'éviter deux impasses. Le réductionnisme économique, qui est sur la bouche de beaucoup de marxologues encore, qui consiste à tout ramener, encore une fois, à des déterminations strictement économiques, mais aussi la dérive culturaliste, qui consiste à tout ramener au discours, c'est-à-dire à expliquer, encore une fois, les conflits sociaux par le fait simplement que ça viendrait, je ne sais pas, du burn-out, et encore une fois, vous voulez individualiser, et puis après, vous aurez des discours journalistiques sur BFM très positivistes qui vous montreront la courbe d'augmentation des burn-out, etc. Et on n'en finit plus, en fait. Kluskar, au contraire, ce qu'il va faire, et ici c'est très important, je voudrais que vous me suiviez ici jusqu'au bout, c'est inverser aussi sur cette question-là de la praxis, justement le discours freudo-marxiste qui vaut à son époque. Le discours freudo-marxiste, il consiste à dire, en réalité, ce qui permet d'accéder à plus de liberté, c'est la jouissance au sens où le capitalisme d'antan, mais aussi les sociétés passées, mobilisaient des médiations qui sont notamment des institutions. En abaissant ces institutions-là, on va libérer les pulsions et donc les désirs. Et donc, par définition, la liberté vis-à-vis des mœurs sera plus grande et donc on sera plus libre. Et en fait, ce que montre Kluskar, encore une fois, c'est que, au contraire, ce qui va se produire, c'est qu'on va être d'autant plus aliéné qu'on méconnaît les processus par lesquels on se produit anthropologiquement. On va y revenir. Ce que va montrer Kluskar, surtout, c'est que l'émancipation, elle ne peut pas être, du coup, de ce fait-là, spontanée, parce qu'on doit travailler dialectiquement sur ces médiations pour être en capacité de les produire.
Et c'est ça qui va permettre effectivement de nous en émanciper. Bon, ça, c'était juste pour clarifier la praxis. J'ai été un peu vite pour éviter de parler pendant 4 heures. On va, comme ça, pour aborder la question du capitalisme de la séduction. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit Kluskar? Effectivement, et là on en vient encore du sujet, vous comprenez, c'est tout ça, c'est toute cette méthode et c'est toute cette analyse de la praxis qui nous permet d'en arriver effectivement à mai 68. Pas seulement comme une rupture, nous dit Kluskar, mais comme un moment stratégique où l'émancipation proclamée devient en fait le levier d'intégration. L'interdit recule au profit d'une injonction abstraite à jouir, expérimenter, consommer. Et la permissivité devient donc hiérarchisante, c'est-à-dire que l'intégration se fait par ce processus-là. L'exemple même, c'est la libération sexuelle, d'accord ? Avant, l'intégration, elle se faisait par la discipline, le courage, l'autorité, l'honneur, le mérite, etc. Dorénavant, l'intégration, elle passe par la jouissance. Simplement, ce qui n'est pas dit, c'est que cette capacité à jouir, encore une fois, elle dépend de conditions matérielles spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour bénéficier de cette libération sexuelle, d'accord ? Encore une fois, c'est pas quand vous faites, je prends des exemples un peu caricaturaux, mais qui quand même ont du sens à l'époque, notamment en mai 68, au regard des querelles qui se jouent entre le volet estudiantin et le volet ouvrier. C'est pas quand vous faites les 3-8, d'accord ? Et que vous êtes finalement encore dans des formes de mariage arrangées parfois, ou parce que vous avez couché avec la personne avec laquelle vous étiez, vous avez encore été un peu contraint de vous marier, etc. C'est pas dans ces moments-là, effectivement, que vous allez pouvoir bénéficier de cette liberté sexuelle. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut des lieux, il faut une sécurité matérielle, d'accord ? Il faut un réseau pour bénéficier de tout ça. Et donc, l'accès pour les classes populaires, il y a un accès véritable pour les classes supérieures, et ça, il est simplement intériorisé comme une norme par les classes populaires. Sauf que chez les classes populaires, ça crée quoi? Ça crée pas de la liberté sexuelle. Ça crée de l'isolement, de la solitude et de la ringardise, d'accord? Parce que, en fait, finalement, vous êtes un pauvre type reclus qui est pas capable de s'intégrer à la société, qui a pas baisé tant de meufs, etc. Donc, en fait, vous êtes un loser dans cette société. Et donc, en fait, pour la majorité des gens, ça crée un isolement profond et une psyché déstructurée. Mais c'est pas grave. Parce que, du coup, vous avez les psys positivistes qui sont là pour vous expliquer avec leur tableur Excel la raison de votre mal-être, d'accord? Et vous pourrez aller les voir pendant 40 ans et pleurer. Et donc, en réalité, la permissivité, elle n'abolit pas l'ordre social, elle nous fait y consentir. C'est ça que dit Kluskar. Et comment elle nous fait y consentir? Par un stratagème politique très fort, c'est-à-dire l'alliance entre une droite qui va gérer le profit, c'est-à-dire l'économique, et la gauche qui va gérer tout ce qui est de l'ordre des loisirs. La droite, encore une fois, vous voyez bien qu'ici, elle est élevée au niveau conceptuel ici. C'est pas la droite de l'échiquier politique avec les figures que vous connaissez. C'est-à-dire que la droite originelle telle qu'elle s'est incarnée, c'est-à-dire la droite économique, elle va gérer votre vie la semaine, elle va vous dire comment vous devez bosser, à quelle heure, être dicté, etc. Et puis la gauche du loisir, quand vous aurez vos week-ends, eh bien, au lieu de vivre vos week-ends-là dans une forme d'émancipation et aussi aux côtés d'un collectif, elle va vous dire comment jouir, d'accord, avec quel bien de consommation, sous quelle forme, avec qui, etc. Plutôt en boîte de nuit, plutôt en ayant tel type d'objet, et puis surtout comment dépenser votre argent, d'accord ? Ce serait quand même dommage que vous n'ayez pas la dernière machine à café incroyable qui coûte 500 balles, parce que franchement, ce serait con d'utiliser votre salaire pour en faire autre chose. Donc en fait, la droite, elle gère la semaine correctement. Encore une fois, elle gère pas, c'est pas des individus, d'accord, mais idéologiquement, elle vous prescrit comment bien bosser et fermer votre gueule, et la gauche vous explique comment bien dépenser votre argent. Voilà. Après, vous êtes fait exploiter. Et au passage, elle nie l'exploitation, elle vous explique que dorénavant, vous êtes libre. Donc c'est cool parce que vous avez la liberté de choisir parmi 50 tonnes de dentifrice, chose qu'effectivement, ils n'ont pas au Venezuela. Les pauvres, c'est tellement horrible de ne pas pouvoir choisir dans un choix tel de dentifrice. Moi, c'est vraiment ce qui me travaille le plus, je vous le dis. Franchement, quand je suis au supermarché, je suis perdu parce que d'avoir autant de liberté face à moi, ça m'étouffe. D'autant plus dans la France actuelle où vraiment la liberté, c'est vraiment les libertés individuelles, au moins depuis 2020, sont tellement respectées que vraiment je suis heureux d'avoir accès au supermarché. Bref, la droite administre donc l'exploitation et les infrastructures et la gauche, elle administre les affects, les styles de vie et tout ce qui est acceptable culturellement. Et donc le clivage gauche-droite, en réalité, devient une division idéologique et la production d'un théâtre critique. Et encore une fois, vous voyez, sur la manière dont vous gérez votre semaine, etc., l'école de commerce, c'est l'aboutissement, et l'homme structural qui va avec, c'est l'aboutissement de ça. C'est-à-dire que la journée, on fait des tableurs Excel, on n'apprend rien, on paye le diplôme, d'accord. Personne qui sort d'école de commerce en étant plus intelligent qu'il n'y est rentré, ni en produisant quoi que ce soit comme savoir, n'en déplaise. Par contre, effectivement, on achète un joli diplôme, on a des petits polos et des mocassins jolis, on apprend la compétitivité, et puis le soir, c'est la beuverie et le réseau mondain. Mais ça,
C'est merveilleux. Et là, quand on voyait cet après-midi, ils annoncent qu'il y aura plus tellement de différence bientôt entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Bah oui, évidemment, parce que ce qu'on veut, évidemment, c'est pas des gens qui réfléchissent un tant soit peu. Bref, et dans cette rythmique-là, la subversion, elle devient une posture. Et là, intellectuellement, c'est très important parce que la dissidence devient un style à ce moment-là. L'indignation, c'est une ressource symbolique, en fait, au sens propre, d'accord? Ça veut dire que ça devient une monnaie d'échange. Et une monnaie d'échange valorisable. Et il va y avoir une transformation des figures de l'intellectuel. À ce titre-là, je vous renvoie à l'excellent livre de François de Negroni, présent dans cette salle, mais que je ne vais pas montrer du doigt pour pas accentuer sa grande notoriété, qui s'appelle Le savoir-vivre intellectuel et qui montre justement, avec du clouscardisme appliqué, la manière dont la figure de l'intellectuel s'est transformée depuis le 19e siècle, de la figure de Bergson, vous voyez, l'intellectuel reclus, à grosse tête, qui travaille caché, à Philippe Solers, BHL, etc. BHL qui, pour citer encore une fois un extrait du travail de François de Negroni, à un moment donné dit qu'il écrit tout nu pour justement, parce que quand il a des vêtements, il se sent corseté dans ses vêtements et que donc il veut être libre. Bref. Voilà, là vous avez une illustration parfaite, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, une certaine critique n'ébranle plus, au contraire, elle circule comme une monnaie culturelle. Et elle alimente une économie du sens. C'est-à-dire que l'intellectuel donne en fait de la critique. Cette critique, elle circule comme une monnaie symbolique. Et ce don, en fait, va renforcer son prestige, sa visibilité, sa position sociale. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, ça vaut culturellement et que vous pouvez avoir des gens qui dirigent même un temps l'université de Lille en France et tout se passe très bien parce qu'en réalité, l'objectif, c'est ça. La synthèse de ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'il existait des médiations et des institutions qui structuraient les individus autrefois et rendaient possible finalement leur inscription dans un monde commun. C'est le principe des rites initiatiques de toute société traditionnelle, d'accord? Vous avez des institutions qui prolongent, comme le dit très bien Arnold Gehlen, mais déjà Rousseau, parce qu'il ne faudrait pas faire de contresens sur Rousseau, qui prolongent l'individu, c'est-à-dire que l'individu n'est pas totalement terminé. Ce dont il a besoin quand il vient au monde, c'est justement d'être prolongé par une praxis et donc par des institutions qui sont des médiations qui lui permettent d'accéder à l'humanité pour pas juste rester le chien que les positivistes voudraient qu'on soit. Et donc, on a fait croire, ça c'est notamment le freudo-marxisme et toute une élite de gauche, que l'abolition serait une libération. C'est tout le discours Geoffroy de Laganerie, etc., vous voyez, qui encore une fois sert en fait d'économie du sens et a une bonne place à l'université. On nous a fait croire, que l'abolition serait une libération. En réalité, cette destruction, elle produit une aliénation beaucoup plus profonde, puisqu'elle vient livrer les individus sans médiation au marché du désir. Et ça, c'est ce qu'on nous présente comme progressisme. Alors, les réactionnaires, ils en tirent la conclusion suivante. Il faudrait restaurer les anciennes institutions à l'identique, l'école, l'autorité, les formes du passé, etc. Sauf que, comme nous l'a très bien enseigné Rousseau déjà dans le contrat social, du passé, on s'en arrache à jamais. Il n'y a pas de période historique où, en fait, à un moment donné, on dit « Allez, c'est bon, hein, on revient il y a 2 siècles et puis ça va bien se passer. » D'accord? Et avec souvent, en plus, des trucs débiles. Enfin, je veux dire, par exemple, la droite sur l'école... je veux dire, c'est toujours l'uniforme, par exemple, à l'école, ça n'a jamais existé. J'aime bien le rappeler, d'accord? L'uniforme à l'école, ça n'existait pas. Et juste, les gens n'avaient pas d'argent. Donc, en fait, ils avaient des vêtements de pauvres et un vêtement le dimanche quand ils s'endimanchaient, par définition. Et donc, ils mettaient une blouse. Parce qu'en fait, contrairement aux élèves insupportables de la société libérale aujourd'hui qui saccagent leurs vêtements parce que plus les vêtements sont dégueulasses et mieux c'est et qui traînent dans les couloirs n'importe comment en attendant avec leurs sacs qui jettent, etc. parce qu'ils n'ont aucun respect pour le monde. Là, en fait, il n'y avait qu'une seule tenue. Donc, en fait, ils avaient une blouse. Il n'y avait pas d'uniforme. Par contre, il y avait des chaises très précises et ce qui était déterminant dans l'école de la Troisième République, c'était le fait de se tenir droit. Pourquoi? Parce que ça visait à effacer dans les rapports sociaux votre imprégnation de classe, justement. Parce que vous vous tenez droit, alors on ne saura pas, vous n'avez pas, parce que vous venez de classe populaire, à baisser les chines si vous réussissez par votre travail. Je ne dis pas que c'était merveilleux, etc., mais en fait, ça a du sens. Tout ce que je dis, c'est que quand je vois des types de droite qui nous rabâchent « Ah, mais l'école d'autrefois, gna 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 », et qui nous cassent les couilles avec des idées débiles, comme si en réalité, il n'y avait pas de différenciation sociale à partir du moment où il y a des uniformes, alors qu'en réalité, vous savez très bien qu'il y a des parents qui vont acheter d'autres uniformes, et puis en fait, il y en aura qui auraient un meilleur uniforme, et puis il y en a un qui aura une barrette un peu différente. Enfin, la différenciation sociale, elle se fait tout le temps, et puis il y en a un qui aura un capital culturel plus élevé, etc. Enfin, c'est extrêmement pénible. Donc, bref, les réactionnaires, ils nous disent « Allez, on va recréer le monde d'antan ». Grand bien leur face, ça m'intéresse pas, parce qu'en fait, on a une histoire à construire, en fait. La gauche hédoniste, elle soutient Kluskar, parfois,
mais pour elle, elle dit que, enfin ça c'est un courant de clouscardien que, à titre personnel, je dénonce, qui dit que, mais il ferait que décrire des processus, que ce serait pas moral et qu'il faudrait donc pas juger, que donc Clouscard condamne pas le désir, surtout pas, machin, etc. Ce qui est vrai en soi. En revanche, ça me paraît très insuffisant à la lecture minutieuse de Clouscard, donc conclure simplement, encore une fois, que Clouscard aurait fait une critique qui certes est intéressante d'abolition des médiations et de pseudo-libéralisation des désirs, qui conduit en fait à des individus atomisés et déstructurés, et qu'on en reste là en mode « oui, mais on va quand même pas condamner le désir. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc la position qui est la mienne, c'est de dire, en réalité, la lecture de Clouscard est aussi indirectement, et dans l'intertexte, normative au sens fort, parce qu'elle implique la reconstruction de médiation, sans pour autant reproduire les institutions anciennes. En gros, elle nous invite à comprendre que l'abolition des médiations n'a pas été la bonne forme possible, à comprendre qu'au contraire, ça a créé une aliénation supérieure, qu'en réalité, on ne va pas restituer le passé, mais qu'on a tout à construire ensemble. Et putain, ça, c'est beaucoup plus intéressant que de se masturber toute la journée sur « Ah, mais 68, c'est vraiment de la merde. » D'accord, c'est pas très intéressant. Et donc, il s'agit de médiation que les sujets peuvent se réapproprier et produire eux-mêmes dans une logique d'ailleurs très proche de celle proposée en réalité par Rousseau dans une forme d'autonomie collective et opposée à Sartre. Si Clouscard écrit de Rousseau à Sartre, c'est en fait pour dire, encore une fois, finalement dans Rousseau, il y avait cette idée que l'individu s'émanciperait par l'intermédiaire du collectif, en cédant une part de ce qu'il est, c'est l'enjeu du contrat social, en s'en remettant à l'institution qui le fait grandir, en obéissant à la loi qu'il s'est prescrite et qu'ils se sont prescrites en commun, là où justement on vient aujourd'hui de l'abolir, tandis que Sartre, au contraire, nous dit, ben non, en fait, il faut une liberté complète, chez Sartre, l'institution, elle génère, dit-il, dans la critique de la raison dialectique, de la putréfaction. Sartre, il est totalement en opposition à ça, donc en fait, il peut y avoir que des coups d'éclat, que des moments spontanés, des moments en fusion, dit Sartre, d'accord? C'est-à-dire, en fait, oui, des éclats, c'est-à-dire, vous avez les gilets jaunes un jour, des agriculteurs qui montent le lendemain, etc. Jamais de structuration, jamais de compréhension totale de l'histoire, et en fait, vous perdez le sens de tout ça. Donc, reconstruire, en fait, la puissance explicative du capitalisme et de la séduction, ça ne signifie pas transformer, encore une fois, l'œuvre de Clouscard en une doctrine intouchable à vénérer. Si Clouscard avait fait ça avec Marx, il n'aurait rien fait. Toute pensée dialectique, au contraire authentique, appelle sa propre mise à l'épreuve. Il faut donc, à ce stade, interroger à la fois les limites internes de son œuvre, les contresens qu'elle a suscités, et surtout les transformations historiques que Clouscard n'a pas pu pleinement saisir. Et pour cause, encore une fois, Clouscard était soit vieillissant et malade, soit mort. Penser avec Clouscard, donc, pour moi, ça suppose désormais de penser après lui. Et donc, pour ça, je reviens rapidement et je conclurai sur ça ce soir. Alors, je conclus, mais ça va pas prendre 5 minutes. D'abord, sur des limites des contresens, c'est un basculement important. Je reviens sur les contresens qui peuvent être faits au sujet de Clouscard, et qui m'interpelle et qui nécessite, je crois, encore une fois, de relire Clouscard. Le premier, encore une fois, c'est le contresens réactionnaire que beaucoup de gens à droite faute de penser. Parce qu'encore une fois, je veux dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui liés à la droite, j'ai parlé tout à l'heure d'Éric Zemmour, de Patrick Bisson, etc., qui en fait puisent beaucoup de leur analyse chez Clouscard sans le citer. Et c'est assez insupportable parce qu'ils en font n'importe quoi, simplement parce que ça leur fait plaisir de voir que Clouscard a tapé sur la gauche. Mais en fait, c'est une réduction qui est quand même très pénible et surtout une mécompréhension assez infernale. Et qu'ils le réduisent en fait à un moralisme anti-désir. Clouscard dit pas il faut revenir au puritanisme. Clouscard dit il faut créer les conditions matérielles et les médiations anthropologiques qui vont permettre effectivement d'avoir un rapport au désir qui soit beaucoup plus sain que celui que la société libérale vous vend. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est le premier contresens. Le deuxième contresens, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, encore une fois, c'est un contresens sur une version un peu édulcorée de Clouscard qui nous satisfait un peu bien, c'est-à-dire que le neutraliser en simple analyste de la récupération, sans enjeu anthropologique ni question de normes. Ça, en fait, c'est pour moi la politique de l'homme du sous-sol. Vous savez, l'homme du sous-sol chez Dostoïevski, c'est celui qui a tout compris, qui est très lucide, mais qui finalement, ne veut pas prendre part à la vie politique. Donc, comme j'aime à le dire, il ne sort du sous-sol que pour aller encore en deçà de là où il se trouve. C'est-à-dire que quand vous le retrouvez, c'est le Souvarine de Zola dans Germinal. Quand il va au bistrot, etc., c'est pour vous éveiller avec ses grands concepts, ses grandes lanternes. Mais en fait, il prend jamais part à l'activité politique. C'est inintéressant. Il reconstruira jamais les médiations, mais en fait, oui, il se masturbe sur du Clouscard toute la journée. C'est bien joli, mais ça m'intéresse peu. Donc, effectivement, Clouscard, il ne juge
pas moralement, mais il diagnostique pour moi, si je devais employer un terme médical, métaphorique évidemment, une pathologie quand l'émancipation est redéfinie comme permissivité et déliaison détruisant les médiations nécessaires à la vie politique, en fait, à la capacité à faire peuple. On ne fait pas peuple avec des gens qui sont totalement atomisés, qui n'ont plus rien en commun, qui n'ont, comme là encore j'ai mal rappelé, qui n'ont en commun que l'indifférence qu'ils se portent les uns aux autres, au point de ne même pas connaître son propre voisin la plupart du temps dans la société libérale. Maintenant, il y a des limites internes aussi à l'œuvre de Kluskar qu'il faut reconnaître et qui, pour moi, appellent des prolongements. Il y a une puissance théorique réelle et incontestable chez Kluskar et qui nécessite qu'on le lise, qu'on le relise, mais il y a un inachèvement politique, évidemment, c'est-à-dire une faible élaboration de la question de l'organisation. Encore une fois, ce n'était pas son objectif, mais je me permets de le pointer parce que je trouve ça intéressant qu'on aille au-delà. Une faible élaboration de la question de l'organisation, de la stratégie, des médiations institutionnelles et durables. Ça, c'est évident. Kluskar parle par exemple d'une révolution silencieuse dans La Bête sauvage, qui vient par des modifications du mode de production, etc. Et qui l'amène d'ailleurs, deuxième objection pour moi, une tendance à un horizon de résolution, notamment par l'État-nation social et une réconciliation socialiste, adossé à des conditions historiques particulières qui, pour moi, relèvent du messianisme et où, là, pour moi, il retombe très clairement dans une erreur marxiste et un peu dogmatique. D'ailleurs, Kluskar le dit lui-même dans La Bête sauvage, les conditions qui amèneraient au socialisme autogestionnaire qu'il appelle de ses voeux, c'est la paix mondiale, la démocratie et la centralité productive. Je ne vous fais pas un tableau, d'accord ? Encore une fois, Kluskar n'a pas pu voir, d'accord ? Ça avait du sens. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que malheureusement, ça n'en a plus, d'accord ? Et donc, cette révolution silencieuse, oui, sans doute, mais par contre, elle ne peut pas s'appuyer sur les conquêtes passées de la classe ouvrière, sinon, encore une fois, on retombe sur l'idéalisation d'un grand soir et une forme de messianisme qu'on retrouve d'ailleurs pas mal à gauche. C'est-à-dire qu'on a troqué l'idée du grand soir par des tas d'autres concepts, et je pense notamment à des concepts dont des personnes autour de moi sont encore familiers, c'est-à-dire salaire à vie à toutes les sauces, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens en fait, d'accord ? Il y a eu un basculement, et c'est sur ce basculement que je souhaite intervenir. C'est-à-dire que le néo-capitalisme aujourd'hui perdure dans des formes de rapport aux mœurs, ça c'est une réalité. En revanche, il y a un basculement vers ce qu'on pourrait appeler une forme de techno-féodalisme qui m'apparaît tout à fait décisive pour comprendre les enjeux. Quand on parle de centralité de la productivité, par exemple, chez Kluskar, c'est parce qu'il pense notamment à un rapport au travailleur collectif, à l'idée d'une chambre, etc., dans une période où aujourd'hui, pour nous, ça n'a plus de sens, où le travail est ubérisé, précarisé, morcelé. Malheureusement, on peut le souhaiter de nos voeux, descendre dans la rue, manifester, etc. Ça ne va pas advenir par magie. Et pour moi, ce serait trahir Kluskar que d'appeler sans cesse comme ça à des choses qui, historiquement, n'existent pas. C'est-à-dire ce serait trahir l'ensemble de ses travaux, de sa méthode et de son travail. Donc il y a une continuité avec le néo-capitalisme, encore une fois, c'est-à-dire la production des subjectivités compatibles à ce mode de production, ça perdure. Un gouvernement par le désir et les représentations, ça perdure. Mais il y a aussi des ruptures, en lien notamment avec la fin de l'État-nation et lié à ce techno-féodalisme. C'est-à-dire qu'encore une fois, on appelait simplement à la restauration d'un État-nation s'il n'y a plus de peuple pour refonder cet État-nation sur le plan anthropologique et où tout le monde est indifférent les uns aux autres, on ne va pas aller bien loin. Mais un peuple qui, en plus de ça, ravalé par le techno-féodalisme, eh bien, en vient à être beaucoup plus opprimé individuellement, c'est-à-dire par les plateformes, les données, les algorithmes, et quand je vous parlais longuement du positivisme, les dépendances numériques, l'ubérisation, c'est-à-dire une dissolution en fait accélérée des collectifs. Et donc le remplacement de la propriété par l'accès aux abonnements notamment, c'est-à-dire qu'on est dans une société de forfait où il n'y a plus de collectif constitué, d'accord ? C'est difficile de parler d'une classe salariale élargie à partir du moment où vous n'avez plus de capacité à faire corps. Aujourd'hui, vous n'avez plus de classe salariale qui est en capacité de faire corps parce que les lieux de développement de celle-ci ont été totalement détruits. Et donc le techno-féodalisme, c'est un régime où les individus ne sont plus intégrés par la seule consommation des biens en tout cas, mais sont maintenus dans des dépendances numériques et des plateformes qui contrôlent l'accès au travail, à la culture, aux relations, aux services. Et c'est le monde dans lequel notre génération baigne. Uber, Google, Netflix, d'accord ? L'accès à la culture, entre guillemets, il se fait par Netflix, l'accès à la majorité des services par Google, l'accès dorénavant, la majorité des gens se rencontrent d'abord via des applications, et des applications comme Tinder, etc. D'accord ? Ce n'était pas le cas il y a 10 ans encore.
Donc vous pouvez effectivement tenter de vivre en dehors, mais là encore, vous faites l'homme du sous-sol parce que la difficulté, c'est qu'en fait, essayez aujourd'hui, alors quand vous êtes plus âgé, que vous avez eu d'autres pratiques, et cetera, c'est une chose. Vivre aujourd'hui à 18 ans, en centre urbain, sans téléphone portable, sans smartphone, ça relève quand même d'une difficulté qui vous met encore une fois la marge dans les systèmes d'intégration qui est énorme. Et c'est ça, moi, qui me questionne depuis tout à l'heure. Hein. Quels sont les systèmes d'intégration qui nous sont imposés et qu'il faut questionner? D'accord? Donc vous pouvez vivre à la marge, mais c'est beaucoup plus coûteux et difficile, surtout si vous êtes seul avec un S. D'accord? C'est-à-dire si vous avez des personnes pour faire communauté avec vous, tenir les liens, etc. Donc, dans ce monde-là, on ne possède plus rien, mais on accède, d'accord? La société du forfait, c'est une société dans laquelle vous accédez à, vous n'avez plus rien. Et ça fait, encore une fois, c'est pas pour faire le vieux communiste de service, mais ça fait des années que j'explique que le capitalisme conduira justement à l'abolition totale de la propriété quand justement l'idéal communiste à l'origine, lui, c'était d'abolir la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire d'exploitation, pour justement garantir à tous la propriété privée de matériel, des choses qui sont les miennes, c'est-à-dire mon t-shirt, ma maison, etc. Le capitalisme, dans sa forme techno-féodale, réalise justement ce que les libéraux prétendaient craindre à longueur de temps, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de chez soi, plus rien ne sera à vous, votre bagnole, elle est en leasing, votre accès à vos DVD, à vos films, c'est un abonnement, votre nourriture, c'est comme si vous la louez, et bientôt, finalement, eh bien, vous louerez aussi une poupée IA qui remplacera votre compagne. Super! Super! Heureusement qu'on a évité le communisme. Hein. Et je suis pas en train de dire que l'URSS c'est merveilleux, c'est pas ma question. J'ai juste qu'encore une fois, c'est un paradoxe quand même qui, quand on n'analyse pas la société dans ses contradictions, on passe tellement à côté. C'est tellement facile d'avoir des ennemis imaginaires qui n'existent pas et d'être né dans le guidon, encore une fois, dans le techno-féodalisme, où on se fait déposséder de tout. Ça va, c'est pas les communistes en uniforme. Donc bon, et on est peinard. On n'a plus rien, mais au moins, c'est pas les communistes. Hein. Ah bah. Donc, dans le néo-capitalisme, le pouvoir gouverné par le désir, les styles de vie et la consommation, c'est toujours en partie vrai, d'accord? Mais dans le techno-féodalisme, il gouverne par la captivité, c'est-à-dire par le fait, non pas d'être enfermé de force, mais d'être tenu par des structures que je viens de décrire ici, au nom justement en plus du droit individuel, d'accord? De quel droit allez-vous priver les gens d'accéder à ces plateformes? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ironie du sort, vous vous souvenez quand, il y a 10-15 ans de ça, on avait mis en place, les VTC Uber, il y avait eu des conflits avec les taxis, vous voyez que c'est que des conflits là. Et là aujourd'hui, avec les agriculteurs, on a vu les VTC Uber justement manifester en disant on va rien donner à Uber parce qu'en fait c'est intolérable comment ils nous traitent, etc. Et oui, en fait, ils découvrent 10 ans après que, alors c'est pas de leur faute, hein, d'accord, mais que c'est juste bien pire. Mais le discours auparavant c'était mais de quel droit on empêcherait des gens qui veulent conduire une voiture et conduire des gens dans la voiture de le faire? Et bien du droit du fait qu'en fait ça a totalement aboli le rapport au travail, ça a totalement aboli le fait qu'il y ait des normes sociales qui soient communes pour tout le monde et qu'en fait tout le monde crève la dalle et aujourd'hui tout le monde est au même niveau. Voilà la raison pour laquelle il y aurait dû y avoir des médiations, du politique et des institutions pour garantir le fait que ça ne puisse pas avoir lieu. Mais au nom du droit individuel dont la gauche, encore une fois, se fait le fer de lance, il fallait surtout pas empêcher ça, d'accord? Hein, je ne vais pas reprendre l'exemple, enfin si je vais le faire d'ailleurs, très commun qu'a pu prendre Jean-Claude Michet à plusieurs reprises sur le travail le dimanche, par exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, eh bien, à partir du moment où le dimanche devient manche-dit, c'est-à-dire un jour comme les autres, où on vous a vendu que de quel droit vous auriez le droit d'empêcher quelqu'un d'aller travailler le dimanche, mais finalement, aujourd'hui, tout le monde travaille le dimanche pour d'ailleurs avoir dorénavant, au lieu d'avoir un rythme de vie collectif où autrefois le dimanche il se passait autre chose et on construisait différemment, parfois c'était à la paroisse, parfois c'était à la pêche, que sais-je, mais au moins on construisait autre chose en dehors des rapports marchands. Aujourd'hui vous êtes foutus et en plus de ça, les commerces ferment aussi le lundi ou à d'autres moments et donc les rythmes de vie sont totalement déstructurés. Et donc c'est insupportable. Et donc au nom du principe individuel à vouloir travailler le dimanche, parce que c'est bien connu, les gens se sont battus pour travailler le dimanche vraiment parce qu'ils n'attendaient que ça. Les gens quand ils sont chez eux le dimanche, jusqu'à maintenant ils se disaient oh là là c'est horrible, pourquoi je suis pas sur mon lieu de travail le dimanche? Donc c'est la raison principale pour laquelle on leur a donné accès, parce que vraiment c'était une angoisse permanente pour eux de ne pas aller travailler le dimanche, bien évidemment. Et vous voyez comment, encore une fois, vous avez cette mécanique libérale libertaire là, le droit individuel à jouir prétendument. Parce que ceux qui vont travailler le dimanche, bizarrement, encore une fois, c'était pas ceux qu'on promu, d'accord? Clémentine Autain, je sais pas si elle va travailler tous les dimanches, mais en tout cas, elle a bien promu la possibilité que ça arrive dans le discours libéral libertaire ambiant. La conséquence de tout ça, encore une fois, c'est que le problème n'est plus seulement l'intégration par la consommation, vous le comprenez bien, mais l'administration de dépendance individualisée, d'où l'urgence
d'une refondation anthropologique et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, moi, poursuivre un peu le pas sur ça et vraiment cette fois terminer là-dessus puisque si le capitalisme a changé de régime, j'ai commencé par ça, souvenez-vous, en disant que Kluskar, ce qu'il dit, c'est que le néo-capitalisme connaît des formes différentes de celles du 19e siècle. Si l'État-nation ne joue plus le rôle structurant que Kluskar pouvait encore lui assigner, reproche encore une fois que la gauche lui a fait, puisque c'était une institution horrible, l'État-nation. Alors, une question stratégique devient centrale et qui est comment reconstruire les conditions mêmes du politique dans un monde d'individus atomisés, je le disais, dépendants et désaffiliés. Et c'est ici que se situe le déplacement que je propose, non contre Kluskar, bien au contraire, mais dans la continuité de sa méthode, c'est-à-dire un prolongement que j'appelle parapolitique comme stratégie de reconstruction anthropologique et sociale et qui sera l'occasion d'ailleurs d'un livre que je ferai paraître probablement avant l'été. Ça consiste en quoi? Et là, je vais vraiment aller à l'essentiel, puisque peut-être je serai réinvité pour présenter ce livre-là à l'occasion. Ça consiste à, pour moi, à faire le deuil lucide de l'État-nation comme opérateur effectif, de fait. C'est-à-dire, l'État, effectivement, subsiste aujourd'hui juridiquement, mais ne produit plus mécaniquement une souveraineté réelle, de peuples organisés, d'institutions vécues. Et le cœur du politique, en fait, est atteint. Encore une fois, c'est-à-dire atomisation des affiliations, perte de transmission, substitution d'infrastructures privées aux médiations communes, d'accord, et donc techno-féodales. Donc en réalité, l'État peut plus jouer ce rôle d'opérateur du collectif, malheureusement. Encore une fois, c'est pas que je m'en réjouis, moi, bien au contraire, j'aurais bien aimé que ce soit pas le cas. La réalité, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Soit on pleurniche toute la journée et on dit ah ce sera bien quand ça va revenir. On croit que par l'entremise de l'article 50, par magie, bam, on aura reconstruit un peuple anthropologiquement fiable et viable et en capacité effectivement de tenir et de faire nation. Ou on comprend qu'en réalité la crise anthropologique du libéralisme, elle est beaucoup plus profonde que ça, qu'elle a déstructuré les individus et qu'en réalité, ils ne sont pas en capacité de faire peuple à l'heure actuelle et que donc le travail, il est bien en amont de ça. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? D'après moi, un travail parapolitique, c'est-à-dire une stratégie de reconstruction des médiations pré-politiques et infrapolitiques sans lesquelles aucune politique n'a de prise. C'est-à-dire reconstruire des communautés réelles, et croyez-moi, c'est du boulot parce que c'est ce qu'on s'emploie à faire. Quand je dis « on » ici, je parle de l'Institut M-Total dont je suis le président. Des mœurs, des transmissions, des institutions de proximité, des disciplines collectives, habiter le temps en commun de la même manière, retrouver du temps en commun de manière disciplinée, construite, aller au sport ensemble et pas juste dans la salle d'à côté, mais le faire véritablement ensemble, organiser ses journées, ses rythmes de vie avec du commun, avec les autres, et avoir des formes de vie stabilisées. Ça remplace pas la politique, ça la conditionne, ça, d'accord? Vous voyez bien, c'est seulement parce qu'on aura fait cet effort anthropologique-là qu'alors on pourra enfin tenir un vrai discours politique, sinon en réalité c'est que du vent, c'est que du blabla. Et donc l'objectif c'est de reconstituer un corps social là où le technoféodalisme rend la société gouvernable parce que nous sommes totalement atomisés. Et donc la refondation anthropologique, elle dit qu'il n'y aura pas de souveraineté sans communauté, pas de république vivante sans corps social. Or aujourd'hui, il n'y a plus de corps social. Et pas d'émancipation sans médiation stable. Et ça, c'est certainement le plus important parce que c'est le plus difficile à construire. Et donc pour moi, je ne vais pas détailler ça, encore une fois, je le ferai plus tardivement. Prolonger Kluskar fidèlement, c'est pas répéter ses thèses, mais c'est réemployer sa méthode, la question de la totalité, la question de la praxis, l'analyse des contradictions phénoménologiques, la production de la subjectivité, qu'est-ce qui fait qu'on pense tel qu'on pense, et les réutiliser pour une séquence nouvelle et rouvrir un espace de désaliénation réelle pour une reconstruction véritable du commun. C'est ça. C'est à ce titre-là que pour moi, Kluskar devient vraiment décisif et nous permet de comprendre l'enjeu. Donc, pour conclure, je dirais ceci, c'est que si l'œuvre, encore une fois, de Michel Kluskar demeure décisive aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle offre donc un programme clé en main, vous l'aurez compris, mais parce qu'elle nous a légué une méthode pour penser les mutations du capitalisme, comme des transformations qui soient totales, anthropologiques, subjectives, économiques, idéologiques, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et cette méthode, elle oblige à regarder en face une situation qui est tout à fait nouvelle et que Kluskar n'a pas connue. C'est celle d'un monde donc où l'État subsiste, mais où le corps social se défait, où la souveraineté se vide de sa substance, et où la domination passe moins par la loi que par l'atomisation et la dépendance. Donc prolonger Kluskar fidèlement, et c'est ce à quoi j'invite les personnes qui y sont intéressées, ça consiste pas pour moi à répéter ces thèses comme un catéchisme et à venir ici vous faire ce catéchisme-là.
ni à attendre une résolution abstraite, encore moins une révolution tout aussi abstraite, mais à, encore une fois, produire une refondation anthropologique concrète, c'est-à-dire en reconstruisant des formes de vie communes, des solidarités réelles et des médiations collectives où le capitalisme ne produit que de l'isolement. Et c'est à cette tâche à la fois théorique, anthropologique et politique que j'ai voulu contribuer non seulement par cette thèse, mais aussi à laquelle je m'attelle en pratique, et beaucoup de mes camarades ici présents le savent, chaque jour avec ceux ici présents et beaucoup d'autres qui m'aident à construire cette refondation, et ça ne se fait pas juste en surface dans le brouhaha médiatique. Je vous remercie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.